Télécom, qui d'ailleurs avait des participations d'Etisalat, hein, qui est l'opérateur télécom. Ouais, ouais, ouais. Euh, et j'avais quelqu'un au bureau qui d'ailleurs est toujours au bureau. Et j'ai été pendant un moment entrepreneur au Maroc, puisque la filiale Ah, était sous mon nom. ah, d'accord. Ok. Et elle a été changée il y a très récemment. J'ai appris récemment que mon nom était encore là-bas. Ah, Et d'accord. Suisse, ouais, ouais, ouais. Donc, tu connais bien J'étais notre. allé au registre du commerce signé devant les autorités. Ah, ok, d'accord. J'avais même pris une photo en ma vie. Enfant, prends pas de photo. Au moment où Ouais, je signais, tu sais. ouais. Donc voilà. Ouais. J'ai travaillé dans la sécurité aussi pour la sécurité du pays, enfin toutes ces choses-là. Donc oui, non, j'ai fait pas mal de choses. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est bien. C'est parfait quand, enfin, connaissance du pays, ça facilite, hein. Oui, et puis on a aidé Ouais. des boîtes marocaines à Dubaï, donc ça aussi on peut Ah, en parler. ouais, Alors à l'époque avec Maroc Export, hein. d'accord. Ouais, à l'époque avec Maroc Export, ouais. Bah, souvent, il y a souvent des cadres de l'MBE qui nous suivent, enfin, qui suivent ces Doing Business. Je Je passe ne sais au pas Maroc. s'il a inscrit Yacine. Je sais pas qui s'est Tu connais inscrit Yacine? parce que chaque fois, il y a des personnes différentes. Si tu peux nous dire. Yacine de Maroc Export, enfin anciennement Maroc Export, Yacine, alors je sais, j'ai plus son nom en tête, comment c'était? Ouais, ils ont Yacine. fusionné, hein, mais la plupart sont restés, Ouais, à part ceux ouais. qui ont pris leur retraite. C'est Abdelaziz, on peut peut-être démarrer. Il est 15 heures. Et je pense que c'est les 15 heures, donc on peut démarrer tout de suite. Mhm. Donc, mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue dans ce nouveau webinaire dans lequel on traitera aujourd'hui un très grand marché sur le plan business, un petit marché sur le plan superficie peut-être, mais un grand marché tiré par deux grandes ville, si j'ose dire, la capitale administrative Abu Dhabi et la capitale économique qui est Dubaï, avec une multiplicité de zones franches donc, qui permettent un peu de booster le business. Donc c'est en quelque sorte, on l'appelle Singapour du monde arabe. Nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Jean-Pierre Labrie, donc un grand expert des marchés du CCG, donc, qui va nous présenter le marché des Émirats arabes unis, donc avec les possibilités qu'il y a en termes d'opportunités de business pour les entreprises marocaines, à la fois par secteur, par produit. Je le remercie d'avoir bien voulu animer ce séminaire et je remercie également notre cher partenaire Sissat Hmouni, auquel je passe la parole donc, pour modérer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, Sibel Hassan. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à euh, remercier pour être toujours aussi nombreux à participer à nos Doing Business, qui sont depuis, grâce un petit peu au Covid, devenus, ont eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Labrie, qui est président de TTE Golf. Comme a dit Sibel Hassan, c'est une région emblématique pour le Maroc, dynamique, enfin, qui maintenant n'est presque plus présentée en termes d'image. Peut-être que on va en savoir beaucoup sur le plan opérationnel, parce que du côté Maroc, on voit plutôt tout ce qui est clinquant des Émirats. Euh, on voit enfin, le côté financier, on voit certains côtés, mais disons que ce qu'on peut faire avec eux sur le plan opérationnel, Jean-Pierre va plus nous le dire. Jean-Pierre fait partie, comme moi-même, du réseau Global Alliance, qui est un réseau implanté sur 73 pays. Il est un des membres fondateurs et il est bien sûr sur d'autres réseaux. Enfin, il va certainement en parler. Le format est comme d'habitude, on aura à peu près 40 à 45 minutes de présentation qui vont être plus disons, qui vont plus zoomer sur les opportunités d'affaires, les démarches, enfin, ou l'approche business à adopter vis-à-vis des Émiratis, en fait, l'interculturel, qui sont des aspects souvent
ignorés, mais qui sont très, très, très importants pour quand on arrive à signer ou pas enfin, des contrats, enfin, quand on arrive à concrétiser sur le plan business. Donc, suite à ça, il y aura une séance de questions-réponses. Je vous demande dès à présent, enfin, dès qu'on démarre, vous pouvez sur le chat envoyer vos questions. Essayez quand même d'être un peu précis, mais pas sur. Enfin, disons que Jean-Pierre n'a pas la baguette magique, il ne pourra pas répondre à des questions trop qui demandent du travail. Là, ça donnera lieu plutôt à une prestation de service. Mais si c'est une question, disons, qui est par rapport à la macroéconomie, enfin des aspects qu'il a, qu'il peut répondre au pied levé, il le fera, je pense, avec plaisir. Et à la fin, c'est-à-dire à peu près, on aura à peu près tout ça 1 h 15 environ, enfin, et le dernier quart d'heure, on donnera la parole à quelques intervenants pour partager avec nous leur expérience, peut-être préciser certaines choses s'ils souhaitent ou donner des éléments d'éclaircissement. On a souvent avec nous, et je les remercie, des experts. Enfin, souvent, ce sont des gens qui ont travaillé soit au niveau de l'ambassade du Maroc là-bas, soit pour des organismes internationaux, qui souvent viennent, disons, participer et partager avec nous leur vécu, leur expertise, et je les en remercie. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Pierre, que je remercie beaucoup pour s'être donné autant de mal à partager avec nous. Et il parlera un peu de son vécu aussi par rapport au Maroc, qu'il connaît un petit peu. À toi, Jean-Pierre. Merci. Exactement, merci beaucoup. Ben, franchement, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, de discuter avec vous, entrepreneurs du Maroc. Vraiment, ça me fait plaisir et de partager avec vous l'expérience que j'ai pu avoir et que j'ai sur le Moyen-Orient. Alors peut-être vous expliquer un petit peu. Donc, je suis français. Après la fin de mes études, en 96, je suis arrivé sur Dubaï avec mon épouse. On est resté 20 ans physiquement. J'ai eu 3 filles qui sont toutes nées à Dubaï. Donc, vous voyez, 20 ans dans la région. Et depuis 5 ans, j'ai aussi un bureau en France euh, qui gère la partie amont et la partie aval. Donc, TTE Golf qui gère la partie aval. Pourquoi je suis arrivé à créer un bureau de conseil? C'est parce que j'ai commencé comme VIE. En fait, vous savez, à l'époque, le service militaire qui était obligatoire, j'ai fait mes 15-16 mois à Dubaï avec la société Elf, qui aujourd'hui est Total Fina Elf, hein, Total Energy maintenant, puisqu'ils ont changé de nom. Donc j'ai fait 16 mois. Et puis ensuite, j'ai intégré un partenaire de Schneider Electric. J'ai travaillé une dizaine d'années. On était le plus gros partenaire franchisé de Schneider. 4500 personnes. Hein. Quand j'ai intégré, on était en 97, on était seulement 250 dans la société. On est monté à 4500 personnes, donc les années folles, hein, où il y avait énormément de grues, de projets sur Dubaï. C'est peut-être aussi une des différences qu'on peut avoir avec le Maroc, qui est vraiment un pays plein d'histoire, qui a beaucoup de choses à raconter. Dubaï, on est dans la construction hein, de tas de choses en ce moment. Et ensuite, j'ai intégré une société suisse basée à côté de Zurich, où j'ai géré depuis Dubaï le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique, et j'avais en charge la gestion de toutes les filiales. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à me déplacer très souvent au Maroc et j'avais d'ailleurs créé une filiale au Maroc à Casa d'ailleurs, à Casa. Et il y a toujours une équipe là-bas qui est sur place. Et puis en 2012, à l'âge de 40 ans, je me suis dit, mais j'ai quand même pas mal vadrouillé à droite à gauche, toujours en tant qu'entrepreneur en fait, hein, en tant que, comme beaucoup de sociétés hein, qui se posent des questions et tout, pourquoi pas essayer justement de mettre de la valeur ajoutée et puis créer ma propre société de conseil. Et donc, j'ai créé une société de conseil où vraiment on a essayé avoir une approche très terrain et très opérationnelle. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait presque 10 ans, on est très connu dans l'écosystème pour être une société de conseil qui ne fait pas de PowerPoint, mais qui vraiment essaye d'aider les sociétés. Alors, si je reviens un petit peu sur la position des Émirats arabes unis, hein, du Moyen-Orient, mais un peu le leitmotiv, c'est de dire que depuis Dubaï, on peut toucher l'Afrique. Hein. Comme vous le savez, vous avez depuis Abu Dhabi, mais depuis Dubaï aussi, des vols directs pour aller au Maroc. Hein. D'ailleurs, c'est des vols qui sont longs, hein, 9 heures.
8-9 heures, hein. Mais on a cette chance d'avoir des vols directs. Donc on peut toucher l'Afrique du Nord, bien sûr l'Égypte est au milieu, hein, entre le Maroc et les Émirats. Donc on va facilement sur l'Égypte, on va aussi facilement sur tous les pays africains de la côte Est, et puis Afrique du Sud. Et puis ensuite, il y a toute la partie Asie, et puis on a la partie Europe. Donc le business model, c'est un peu à l'image d'Emirates avec l'aéroport de Dubaï qui dit voilà, qu'il y a 90 millions de passagers. Hein. C'est plus grand que Paris-Charles de Gaulle, Francfort ou Londres. C'est le 3e aéroport au monde. Il y a beaucoup de transit, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui passent et qui ne s'arrêtent pas, hein, contrairement à vous au Maroc où vous avez des aéroports où les gens viennent, ils font du tourisme et profitent du beau pays que vous avez. À Dubaï, c'est un petit peu différent. Il y a quand même une manière de transiter. Et moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent d'Europe, potentiellement de l'Afrique du Nord, qui vont à Dubaï et qui transitent ensuite sur l'Asie, hein, puisqu'il y a une partie sourcing aussi qui peut être intéressante sur l'Asie. Donc, ça draine quand même pas mal de personnes. Si on regarde au niveau de la population, pays du Golfe, ça reste des petits pays. Si on regarde les pays du Golfe, il y en a 6, donc les Émirats, le Qatar, l'Arabie, le Bahreïn, l'Oman et Koweït. C'est 60 millions, 58 millions de consommateurs seulement. Hein. 35 en Arabie Saoudite, 10 dans les Émirats, donc ça en fait 45, et tout le reste, c'est des petits pays. Quand on parle du Qatar, c'est juste 3 millions d'habitants. Et sur ces 3 millions d'habitants, c'est effectivement 10 à 15% de locaux, hein, de Qataris. Donc, les Qataris, c'est 400 000 personnes, pas plus. Hein. Donc, un pays riche avec très peu de population locale. Contrairement à l'Arabie Saoudite, où il y a 2 tiers de Saoudiens. Hein. Si vous allez en Arabie Saoudite, vous allez plus facilement parler l'arabe qu'à Dubaï, où vous allez vous retrouver avec des Indiens, des Pakistanais, des Jordaniens, peu importe, vous allez retrouver avec plein de nationalités. Et d'ailleurs, la communauté marocaine est extrêmement représentée, puisque un des avantages, c'est que il y a la connaissance de l'arabe, il y a la connaissance du français, il y a la connaissance de l'anglais, et on retrouve, si vous vous déplacez dans ces pays-là, vous allez très facilement trouver des gens qui très souvent d'ailleurs sont dans le tourisme, hein, mais pas que. Alors là, on parle de 60 millions d'habitants, hein, donc ça veut dire qu'il ne faut quand même pas oublier l'Arabie Saoudite, qui est quand même un gros marché. Et puis à côté de ça, on a d'autres zones avec l'Égypte, l'Irak qui est en pleine reconstruction, la Jordanie, le Liban. Si on prend tous ces pays-là, on arrive à 220 millions d'habitants que généralement on traite depuis Dubaï. Hein. Il y a beaucoup de sociétés qui sont implantées à Dubaï ou à Abu Dhabi et qui gèrent depuis Dubaï ou Abu Dhabi l'Égypte. Et on voit même des bureaux hein, qui gèrent l'Inde, qui gèrent parfois la Turquie aussi depuis Dubaï. Donc vous voyez que c'est vraiment un hub régional qui attire beaucoup, mais on s'installe à Dubaï, mais on rayonne autour. Alors si on regarde le Moyen-Orient aujourd'hui, et si on regarde la carte, hein, donc vous avez vu au niveau superficie, l'Arabie est assez importante. Il y a eu une très bonne, si je faisais un parallèle, moi par exemple avec la France, c'est que nous, en France, on a eu beaucoup de support au niveau de l'économie. Hein, on a eu du chômage partiel, des aides de BPI, des subventions, des tas de choses qui sont là. Et au niveau sanitaire, ça a été beaucoup plus difficile. Et on est toujours dans une phase de vaccination. C'est totalement l'inverse aux Émirats. Aux Émirats, il y a très peu de support au niveau économique, c'est-à-dire que on a au début incité les sociétés à garder les employés. Très rapidement, on leur a dit, bah, écoutez, si vous avez des problèmes, licenciez-les ou réduisez leur salaire. Mais au niveau économique, il n'y a pas beaucoup de support. En revanche, au niveau sanitaire, ça a été exemplaire. Un aéroport qui a été fermé tout de suite. Hein, l'année dernière, on a eu 18-19 millions de passagers au lieu de 90 millions, par exemple, sur l'aéroport de Dubaï. Donc un pays qui s'est très vite fermé, qui a très vite eu des masques, des dépistages, des isolements très stricts de la population, hein, une fois qu'elles étaient testées positives, et bien sûr une phase de vaccination dès le mois d'octobre avec Sinopharm, qui est le vaccin chinois, mais également avec d'autres vaccins maintenant, on a recours à d'autres vaccins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un bon pourcentage de la population qui a déjà des doubles doses.
et puis un passeport vaccinal, entre guillemets, qui est plus ou moins mis en exercice, puisque aujourd'hui, on a une application locale au niveau informatique sur son téléphone qui permet de savoir où on en est, combien de tests PCR on a fait. Enfin, c'est très strict. Et donc, on a pu rapidement avoir des déconfinements et rapidement retrouver une vie quasi normale. Et si vous regardez dans les actualités, vous allez voir, il y a 2 mois, on a eu le salon de l'agro, hein, de l'agroalimentaire, qui s'est tenu en physique. On a cette semaine le salon de la santé qui se tient en physique. On a vraiment une activité avec des restaurants qui sont ouverts, des gens qui se déplacent. Voilà, il y a beaucoup moins de contraintes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si certains d'entre vous, vous connaissiez les Émirats avant Covid, eh bien la situation a peut-être changé 1 an après. Il y a effectivement certaines entreprises qui ont eu des difficultés financières. Il y a eu aussi des hausses douanières qui ont été faites ou des taux de TVA dans certains pays du Moyen-Orient. Il y a des prix de transport qui étaient beaucoup plus élevés, hein, puisque effectivement il y avait des restrictions. Il y a eu des restrictions d'entrée dans les pays pour les non-ressortissants. Et on a pu voir certains pays où il y a eu des baisses de population, puisque si la société elle ferme, elle n'a plus besoin de l'employé, et l'employé, s'il n'a pas de visa, il ne peut pas rester. Ceci étant, on a une croissance qui a été moins frappée que la moyenne mondiale, hein, donc on a vraiment un rebond de l'économie. On a vraiment vu que les Émirats restaient le hub régional. La période Covid a montré que le digital était important et on a vu vite arriver du e-commerce. On s'est très vite aperçu, vous savez, quand vous aviez un acheteur qui potentiellement était intéressé, vous disiez, bah, si vous êtes intéressé, vous prenez un avion, vous venez me voir. Et ça, on a vu que les visios, ça marchait bien, en tout cas. Donc, il y a eu vraiment des solutions digitales beaucoup plus poussées. Dans l'alimentaire, je pense qu'il y a beaucoup de vous qui sont dans l'agro. Aujourd'hui, il y a vraiment eu, et c'est pas un pays où on produit beaucoup au niveau local. On n'a pas cette chance d'avoir vraiment une industrie agroalimentaire très poussée et le pays dépendait beaucoup d'importations, hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de sociétés américaines, marocaines aujourd'hui, d'entreprises marocaines, de producteurs, hein, de fruits, de légumes, qui font aussi du business avec les Émirats. Et c'est vraiment un pays qui s'est dit, au niveau agroalimentaire, il faudrait qu'on réduise notre dépendance alimentaire. Donc du coup, on a des secteurs qui sont en hausse, en général, sur l'agroalimentaire, la santé, l'industrie et tout ce qui est lié à la tech. Donc ça, c'est vraiment les opportunités, les perspectives qu'on pourrait avoir sur cette année et l'année prochaine. Si on fait un point très rapide au niveau du Covid, bah, vous voyez qu'il y a eu très peu de cas, il y a eu très peu de décès, 1710 décès, hein, au 10 juin, 14 millions de doses qui ont été faites, hein, sur une population de 10 millions. Vous pourriez dire, non, mais les chiffres ne sont peut-être pas tout à fait réels. Mais écoutez, à Dubaï, aux Émirats, en tout cas, si vous avez plus de 60 ans, vous ne pouvez pas rester sans avoir votre propre société. Vous ne pouvez plus être employé. Donc la communauté locale, enfin si vous voulez, les gens qui ont plus de 60 ans, c'est pratiquement la communauté locale. Et la communauté locale, comme c'est 10 millions sur 1 million sur 10 millions, et que les plus de 65 ans, ben, c'est quelques pourcents seulement de la population, c'est très peu. Donc le Covid touchait quand même les personnes qui étaient plutôt âgées. Et il y a une population qui est plutôt jeune. Donc du coup, si vous voulez, ça a été très maîtrisé, très contrôlé. Donc du coup, il n'y a pas eu tant de décès que ça. Bien sûr, moi je vous suggère de consulter les sites des compagnies aériennes Emirates ou Etihad, suivant si vous allez à Abu Dhabi, Etihad, ou si vous allez à Dubaï, Emirates, pour avoir des informations à jour, parce que au niveau sanitaire, ça évolue tous les jours, comme vous le savez. Les pays parfois ont des vagues, et en fonction de la position de votre pays aujourd'hui, bah, vous pouvez avoir des contrôles plus importants ou au contraire moins importants. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir, qui sont de l'étranger, qui viennent nous voir, et je dirais que c'est peut-être aussi dans ces moments qui sont difficiles où les gens apprécient le plus de voir des gens effectivement qui se déplacent plutôt que d'attendre qu'effectivement tout revienne dans l'ordre, et ça crée justement des opportunités. Donc voilà sur le point. La diversité, je vous en ai parlé, si on prend les pays du Golfe, 50% de la population
et étrangère. Et si vous allez aux Émirats, 90% de la population est étrangère. Hein. Si je viens vous voir au Maroc, ce n'est pas le cas. Hein. La population locale, c'est la plus importante. C'est la même chose en France. Ce n'est pas le cas dans ce pays-là. La plupart des gens sont étrangers. Donc, sur les 10 millions d'habitants, vous avez 2,5 millions d'Indiens. Donc, vous avez quand même presque 25% de la population. Donc, il faut croire que l'arabe est important en tant que langue. Oui, c'est important. Et puis, suivant le secteur où vous allez aller, il va être presque même vital. Hein. Si vous êtes dans la défense ou si vous travaillez avec des ministères, il faut parler l'arabe. Mais si vous êtes dans la quasi-totalité des autres business où effectivement on n'est pas sur du fédéral, ministériel, ces choses-là, l'anglais va tout de suite être important parce que vous allez vous retrouver dans une salle de réunion où vous allez peut-être avoir un Indien, un Pakistanais qui lui parlera pas l'arabe et donc la seule langue qui convient à tout le monde, ça reste l'anglais. Donc ça, c'est quand même assez important. Si on regarde la fiche des Émirats, alors ici, j'ai pris le guide COFAS 2021. C'est un guide, avant la COFAS gérait les assurances prospection en France. Et il y a un guide tous les ans qui est fait. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous aurez des informations sur, très macroéconomiques sur le pays, où vous pourrez retrouver aussi des indicateurs au niveau des paiements, au niveau de l'environnement des affaires. Il est mis à jour tous les ans et il est gratuit, donc ça vaut le coup. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est un pôle régional qui est important. C'est l'économie la plus diversifiée du Golfe. Aujourd'hui, la pétrochimie, le pétrole, représente moins de 20% du PIB, hein, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Il y a d'autres pays, et ça, il faut bien en avoir conscience. Les pays, l'économie du pays va quand même pas mal fluctuer par rapport au prix du baril. Alors, quand le prix du baril est à 80 $, bah, tout se passe bien. Et quand il est, comme on l'a vu l'année dernière, au mois d'avril, à 20 $ ou un peu moins de 30 $, eh ben, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Donc, le fait d'avoir une économie diversifiée, c'est important. Et c'est là où on a vraiment eu une vision de la part des leaders du pays à vouloir diversifier l'économie. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment le pays le plus avancé en termes de diversification. Il y a une stabilité politique, ça vous le savez. Et puis, il y a des actifs financiers sur Abu Dhabi qui sont très importants puisque la manne pétrolière est plutôt sur Abu Dhabi. Les sujets d'attention peuvent être liés au prix du pétrole, comme je vous ai expliqué. Hein. Les fiscales qui sont bien sûr liées à l'hydrocarbure. La baisse des revenus touristiques, puisqu'en ce moment, les touristes ne sont pas encore revenus. Et vous savez que tous les pays qui ont une dimension touristique importante, bah, automatiquement, avec cette pandémie, ils souffrent plus. Et puis la montée des tensions régionales, parce qu'effectivement, les Émirats, on dit souvent que c'est un peu la Suisse du Moyen-Orient, il y a une stabilité, ils sont quand même assez épargnés, mais c'est vrai qu'autour, on a quand même un écosystème qui fait qu'on a des pays où on a quand même quelques tensions régionales qui, moi je vous dis, ça fait 25 ans que je suis sur les Émirats, n'ont jamais impacté le pays en soi, mais qu'il faut quand même prendre en considération. Faire du business, je pense que vous, venant du Maroc, vous n'aurez aucune difficulté à cet aspect interculturel. Donc, je vais passer très peu de temps là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est le sens de la hiérarchie avec les locaux. Ça, c'est très important. Les locaux sont des gens qui sont paternalistes, c'est-à-dire que il y a vraiment cette dimension souvent relativement familiale avec les employés. La confiance, elle est importante. On est sur le long terme. On ne pas en mental, hein, même quand on négocie, et même si effectivement, parfois dans la négociation, les gens peuvent paraître un peu difficiles. Ceci étant, il y a vraiment une considération, et ça fait partie aussi, je dirais, du process de négociation. Et c'est vraiment une population qui demande vraiment à être connue, vraiment des gens très très bien. Sur les différents secteurs intéressants, alors là j'ai repris quelques secteurs hein, sur lesquels nous on intervient, hein, puisqu'on intervient aujourd'hui par exemple dans l'aéronautique, mais l'aéronautique aujourd'hui c'est vraiment un secteur qui est compliqué. Je dirais que les secteurs qui sont intéressants, si vous en tant que société marocaine vous voulez vous commercialiser sur les Émirats, c'est tout ce qui est lié à la défense ou à la sécurité, tout ce qui peut être lié à l'industrie, puisqu'aujourd'hui
les Émirats sont dans une politique, surtout après Covid, de se dire il faudrait quand même qu'on développe un peu les industries. On en retrouve en Arabie Saoudite, on retrouve plus d'industries dans un pays de 35 millions d'habitants que sur les Émirats qui quand même dépendent beaucoup d'importations. Le transport, la mobilité, euh, on a des tas de sociétés qui bénéficient de métro, des projets de train. Là, j'ai accompagné une société sur des trottinettes électriques. Il y a des tas de choses dans la mobilité qui sont dans le vent. L'énergie, les énergies renouvelables et l'environnement, ça c'est des choses aussi qui sont intéressantes. L'électronique, l'électricité, tous les équipements, la santé bien sûr, très importante, la santé. Les biens de consommation, et là je pense qu'au niveau du Maroc, pour bien connaître le pays, il y a vraiment une carte à jouer sur le côté agro, le côté bio aussi, puis tout ce qui peut être traditionnel, hein, vous savez, au Maroc est très réputé pour les huiles, toutes ces choses-là et tout, donc il y a des tas de choses qui vraiment être commercialisées sur les Émirats et qui pour beaucoup sont déjà disponibles dans le pays, hein, parce qu'il y a une communauté marocaine qui est importante. L'informatique et les télécoms, c'est aussi des milieux qui peuvent être intéressants. Alors, je vous ai simplement mis les questions à se poser avant de faire de l'export parce que il y a peut-être ici des gens qui nous écoutent, qui sont primo-exportateurs, qui n'ont pas trop fait d'export, mais qui seraient tentés de faire de l'export. Bah, c'est déjà, est-ce que vous êtes OK en anglais? Parce que si vous n'êtes pas OK en anglais, bah, il faudra réfléchir à comment vous pouvez vous adapter parce que vous serez obligé de passer par l'anglais. Est-ce qu'il y a des exigences locales, réglementaires qui sont demandées par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous avez une réelle connaissance du marché? Et surtout, j'essaye de prendre les points les plus importants, est-ce que vous avez des facteurs de différenciation par rapport à la concurrence, hein? Parce que les Émirats, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de concurrence internationale, parfois locale, en fonction du secteur où on est. Et effectivement, il faut bien voir qu'est-ce que je vais apporter de plus par rapport à ce qu'il y a déjà de disponible sur le marché. Donc ça, c'est des questions quand même importantes à se poser. Et puis après, les autres questions qu'on peut se poser, c'est par rapport au Covid, comment est-ce que je peux continuer à faire des affaires à distance? Est-ce que je peux me déplacer en avion? Est-ce que j'ai une quarantaine? Vous voyez, vous avez tous ces points-là à regarder, hein, qui sont quand même assez importants. Et puis par la suite, comment avoir un suivi local? Parce que quand vous rentrez au Maroc et que vous reprenez l'avion, ben, vous êtes quand même loin, hein. Il y a plusieurs milliers de kilomètres de distance, il y a un décalage horaire, donc ben, il faut voir aussi peut-être à avoir un partenaire local qui puisse vous appuyer pour que on puisse continuer le business. Vous savez que le week-end là-bas aux Émirats, c'est le vendredi et le samedi, et le dimanche est un jour travaillé. Ça, c'est important quand même de le noter. Donc, si on regarde les différentes phases dans lesquelles vous pouvez être, hein, pour moi, pardon, parce que moi, je vais revenir sur mon slide. Pour moi, il y a deux catégories. Soit vous êtes dans une phase de découverte et de prospection, soit vous avez déjà du business et vous voudriez assurer une pérennité, hein, par rapport au Covid ou la problématique des clients qu'on a eu là depuis un an, c'est de dire, et là on a eu des clients même de grosses sociétés qui avaient des départements export, mais la société disait vous ne pourrez pas prendre l'avion, donc on a vraiment servi de relais localement, hein, ça c'est important. Donc quand on est dans une phase de découverte ou de prospection, comprendre comment on va rentrer sur le marché. Parce que les Émirats, c'est un pays, c'est pas les personnes que vous allez rencontrer ne raisonnent pas en termes de produits. Parce que souvent, elles n'ont pas toujours la connaissance technique et elles vont raisonner en termes de solutions. Donc, il va falloir, si vous êtes par exemple dans l'informatique, apporter vraiment une solution, hein. Donc ça, il va falloir comprendre donc sa stratégie d'entrée. Est-ce que je vais à Dubaï? Est-ce que je vais à Abu Dhabi? Est-ce que si c'est plutôt fédéral, tout ce qui est gouvernemental et tout, c'est plutôt sur Abu Dhabi. Si c'est vraiment business, peut-être Dubaï, mais peut-être que c'est pas la bonne porte non plus. Donc voilà. Donc il faut quand même réfléchir à sa stratégie d'entrée, voir son positionnement, toutes ces choses. Se faire assister pour répondre à un appel d'offres local ou régional. Je vous donnerai un exemple de société qu'on a pu accompagner. Se préparer à participer à une mission collective, c'est-à-dire aujourd'hui, j'en profite, je ne peux pas me déplacer, je ne vais pas perdre de temps, je fais une mission, et puis on ira peut-être participer à une mission à plusieurs entreprises pour essayer de diminuer un peu les frais. Plutôt que de partir seul, vous allez partir à plusieurs. Prospecter à distance, bien choisir son partenaire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans la découverte.
Et puis dans le business, c'est bah, potentiellement, je vais recruter quelqu'un sur place ou alors je vais monter ma structure locale. Alors, je vais aller sur ces 6 points-là et puis après, on pourra discuter ensemble. Alors, le premier point, c'est sa stratégie d'entrée sur le marché. En gros, c'est comprendre son positionnement, son prix, la concurrence, qu'elle soit locale ou internationale. Et très souvent, on fait des études de ce qu'on appelle de tests sur offre, c'est-à-dire qu'on va rester dans votre écosystème, on va regarder, quel est le client final pour vous? Ben, on va peut-être en interroger quelques-uns. Est-ce que vous avez besoin d'un distributeur? Bon, on va essayer de regarder les distributeurs. Est-ce que vous avez besoin d'un partenaire pour installer, par exemple, vos produits? Ben, dans ce cas-là, on va essayer de trouver un intégrateur. Voilà. Est-ce qu'il y a une partie réglementaire? On va regarder la partie réglementaire. Et en fait, on va essayer de faire un peu un 360 degrés pour qu'avant d'aller voir le client ou d'aller voir quelqu'un sur place, vous ayez quand même une bonne idée euh, de la solution que vous allez vendre et de son positionnement, parce que parfois, il arrive qu'à l'export, on puisse vendre plus cher qu'on vendrait sur son propre marché local. Donc ça, c'est un point important. Et le but, c'est de se dire, voilà, on regarde ça, et puis voir aussi les aides possibles, parce que vous avez différents organismes qui potentiellement peuvent vous aider euh, à essayer d'exporter davantage. En France, par exemple, on a aujourd'hui le plan de relance export, qui sont des chèques relance export que les sociétés peuvent avoir pour exporter. Donc il faut quand même essayer de voir dans son écosystème s'il y a des choses qu'on peut faire. Je vous donne un exemple de deuxième action qui est de se faire assister pour répondre à un appel d'offres. En 2019, fin 2019, on a une société française qui s'appelle Poma, qui fait à peu près 450-500 millions d'euros, et qui nous dit, voilà Jean-Pierre, on a prévu de répondre à un appel d'offres pour la livraison de 48 capsules pour la Grande Route Dubaï. Poma a déjà installé des capsules à Londres, sur la Grande Roue, London Eye, a déjà installé des capsules à Las Vegas et voudrait participer à ce projet où on aura les capsules les plus hautes, les plus larges, les plus longues, tout ce qu'on veut. Et donc, il y a des problématiques d'assemblage, des problématiques de transport, toutes ces choses-là. On ne peut pas répondre comme ça à un appel d'offres sans connaître le marché. Ils avaient fait la piste de ski, pour ceux qui sont allés à Dubaï, la piste de ski est un peu artificielle dans le Mall of the Emirates, et ils avaient fait ça il y a une vingtaine d'années, et ils n'avaient pas fait d'autres projets. Donc on a reçu les équipes techniques, les équipes logistiques, les équipes commerciales, on a discuté avec le juridique et tout, et on a essayé de mettre en place différents scénarios pour pouvoir dire scénario 1, on fait ça, scénario 2, on peut faire ça, scénario 3, on peut faire ça. Ils ont répondu à l'appel d'offres, ils l'ont gagné, et ils l'ont gagné fin 2019, hein, comme ça, et ça a été un projet entre 50, bon, le chiffre public n'est pas donné, mais entre 50 et 100 millions de dollars, qui a été le plus gros projet pour la société pendant cette année. Tout ça pour dire que sans être en physique avec une implantation, sans avoir personne sur le marché, parce qu'on a une connaissance technique, on peut quand même remporter un projet. Mais pour ça, il faut donner la confiance et pour ça, il faut effectivement travailler son projet en amont parce que le jour où vous gagnez un appel d'offres, si vous n'avez pas la capacité de répondre et de performer, entre guillemets, bah effectivement, vous allez vite être blacklisté, vous allez avoir des pénalités de retard, enfin, ça va être un enfer. Et puis, il y a des projets, vous savez, des projets qui sont un peu institutionnels, hein, où quand vous avez quelqu'un de la famille royale qui dit, par exemple, on va ouvrir le métro de Dubaï le 9 septembre 2009, c'est-à-dire le 9-9-9, et l'inauguration aura lieu à 9h09 le matin, vous pouvez difficilement aller voir l'excellence Cheikh Mohamed en lui disant, écoutez, je suis désolé, mais le projet il va pas être possible à cette date-là parce qu'il y a telle boîte qui est en retard. Donc vous voyez que on peut avoir accès à des projets, mais il faut vraiment derrière pouvoir assurer et répondre vraiment à l'offre. Donc ça se construit tout ça. Et ça peut se construire à distance. Ensuite, c'est participer à une mission collective. Alors là, je vous ai mis, c'est un peu ce qu'on appelle du chasser en meute, c'est-à-dire qu'on prépare une mission. Et là, ça tombe bien, on a réalisé une mission, donc ce qu'on appelle des meetings B2B, hein, c'est rencontrer des partenaires en local, pour une dizaine d'entreprises marocaines qui ont exposé pendant le salon WOP, hein, qui était au World Trade Center. Et donc, on a constitué des carnets d'adresses pour ces sociétés-là. Et donc, ça a été fait à l'époque via
maintenant c'est Hamdi, qui est là, et donc on a fait ce genre de choses. Ça vous montre que vous pouvez participer à un salon, mais plutôt que d'avoir une approche plutôt opportuniste où vous allez vous dire, bon, bah, tiens, il est venu sur mon stand, il est pas mal, je pourrais peut-être faire du business avec lui. Non, au contraire, vous allez vous préparer en amont et vous allez essayer de trouver un beau carnet d'adresses avec des rendez-vous ciblés. Donc ça, c'est du chasser en meute. Euh, la quatrième action, c'est prospecter à distance. On a vu qu'on a du mal à se déplacer. Donc, euh, vous avez un système de franchise. Tiens, vous pouvez potentiellement développer une franchise que vous avez qui marche bien au Maroc et vous vous dites pourquoi pas, ça pourrait aller sur le Moyen-Orient. On essaye avec les Émirats. Bah, pourquoi pas trouver un master franchise local, régional, peu importe. Contacter des entreprises avec des carnets d'adresses en visio, c'est ce qu'on appelle de la émission. On le fait beaucoup en période Covid et ça marche. Et les acheteurs sont prêts à vous recevoir en visio. Faire des recherches de distributeurs, valider un distributeur qu'on a rencontré récemment. Puis vous vous dites, bon, je l'ai vu sur mon stand, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait une équipe qui regarde ce qu'ils font. Donc voilà, tout ça, c'est optimiser dans les mois à venir. Vous continuez à rester actif, même si vous êtes à distance. Et puis en fin d'année, vous pouvez vous déplacer. Cinquième possibilité, c'est effectivement, j'ai déjà du business et puis je veux recruter quelqu'un en local. Et là, effectivement, nous, TTE Golf, on propose des services d'incubation, c'est-à-dire que vous n'allez pas encore faire une implantation, on va recruter quelqu'un pour vous sur place, on va le mettre dans nos bureaux, on va lui donner un téléphone, un bureau, tout ce qui va bien. Et puis, avec son visa, il sera capable d'aller sur le marché et puis de démarcher pour vous. Donc, c'est ce qu'on appelle du service export externalisé, c'est-à-dire que quelque part, bah, vous dites, bah, cette partie-là, moi, je ne la connais pas trop, je vais externaliser ma fonction export à TTO Golf. Et donc, sur place, on représente donc vos services ou vos produits. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pas mal, qui sont possibles au local. Et on a vu pendant le Covid des sociétés qui, effectivement, ont décidé de faire un recrutement local parce que les gens n'arrivaient pas à se déplacer. Donc ça, c'est des choses aussi qui marchent bien. Puis je dirais que ça permet d'avoir aussi, de développer la confiance avec les clients. Alors, vous avez ici l'exemple d'une société qui est sur la plateforme des réseaux sociaux. Vous avez ici quelques photos depuis la vue de nos bureaux. On est au 38e étage d'une tour à Business Bay, on voit le Burj Khalifa. Et cette société a décidé d'embaucher une personne qui va gérer des clients en local. Et puis, on était parti sur, au départ, 10 mois, et puis 12 mois, et puis 15 mois. Et puis, voilà, ça fait plus de 2 ans maintenant que la personne est avec nous et qu'on représente cette société localement. Donc ça, c'est des solutions qui sont tout à fait possibles. On appelle ça le portage salarial. Créer une structure. Alors là, on va se poser la question parce que aux Émirats, et on en a parlé au début, à l'introduction, la différence entre une zone franche et ce qu'on appelle le mainland. Alors ça, c'est peut-être une caractéristique qu'on retrouve dans d'autres pays, ça, il n'y a pas de souci. Mais en gros, si vous voulez faire du B2B, vous avez la possibilité d'aller dans une zone franche et puis de monter une boîte, et cette société vous appartient à 100%. Mais vous pourrez faire que du B2B, c'est-à-dire que vous pourrez vendre sur le marché à d'autres entreprises. Mais si vous voulez toucher ce qu'on appelle les consommateurs, donc faire du B2C, il faudra aller à l'intérieur du pays, monter une société. Donc on parle de mainland, à l'intérieur du pays. Et dans ces cas-là, vous avez besoin, alors pas toujours, il y a quand même quelques exceptions. Il y a eu un peu d'ouverture qui a été faite de la part des Émirats. Donc en fonction de votre activité, on pourra vous dire, ouais, vous pouvez avoir 100% et rester en mainland, ou non, pour cette activité-là, il faut quand même un sponsor local qui est à 51%. Alors le sponsor local, en général, c'est ce qu'on appelle un sleeping partners. Ce n'est pas quelqu'un qui est très actif, mais parfois, vous pouvez avoir des sponsors qui vous aident dans le développement de votre société, dans le développement commercial de votre société. Et puis ensuite, vous allez avoir le choix entre une filiale, un bureau de représentation et une succursale. Le bureau de représentation, la succursale, c'est ni plus ni moins des copiés de votre activité actuelle avec les mêmes actionnaires, les mêmes activités. La filiale est vraiment une société indépendante qui est vraiment sur le territoire des Émirats, qui est complètement indépendante, alors que la succursale, on fait souvent appel à une société mère. On a 4 types d'activités.
des licences industrielles, professionnelles ou services, commerciales, qu'on appelle aussi trading, et general trading, qui est vraiment une licence qui vous permet de faire l'ensemble de l'activité du trading. Et puis ensuite, vous avez des possibilités dans les zones franches d'avoir ce qu'on appelle du flexidesk, c'est-à-dire des bureaux un peu où vous allez aller dans la zone franche, dans le centre d'affaires, et puis on va vous dire une fois par semaine, vous pouvez aller dans ce centre d'affaires. On est un peu sur du bureau virtuel, donc ça peut être des bureaux physiques aussi. Donc en fonction, on va dire, de votre activité, en fonction de la thématique, en fonction des associés, en fonction de ce que vous recherchez localement, de tous ces points-là, eh bien, il va y avoir plusieurs options possibles pour effectivement s'implanter, mais s'implanter dans la durée. Parce que le but d'une implantation, c'est de dire, ben, je crois au marché et je m'implante localement. Alors, la complexité, elle vient dans le fait qu'on a beaucoup de zones franches. Si on regarde dans le pays, on a plus de 40 zones franches. On en a très peu sur Abu Dhabi. La liste, elle est pratiquement complète ici. Vous avez 7 noms. Sur Dubaï, on en a plus de 25. Et on a des zones franches qui peuvent être très généralistes, comme on a des zones franches qui peuvent être sectorielles. Si je prends Dubaï Healthcare City, on va être sur la santé. Dubaï Media City, on va être sur le média. Dubaï Internet City, on va être sur plutôt l'IT. Et puis on a des zones franches qui vont être avec des thématiques logistiques spécifiques, comme vous pourriez avoir la première Dubaï Airport Free Zone, où on va être sur un mode aérien, c'est-à-dire que vous allez avoir des marchandises qui sont plutôt à haute valeur ajoutée et le transport est aérien, mais on a Jebel Ali, par exemple, qui est le 7e port au monde au niveau cargo, ou là au niveau maritime, ben, on a une zone franche à Jebel Ali qui est là. Voilà. La logistique a tellement pris de place à l'aéroport de Dubaï qu'ils ont décidé de créer un autre aéroport qui est 70 km plus loin que l'aéroport de Dubaï Airport que vous devez connaître. Ils ont créé donc le Maktoum Airport, Maktoum International Airport, qui est juste en face de Jebel Ali, qui est le port. Donc c'est quand même pas mal parce que vous pouvez faire du multimodal et vous pouvez facilement avoir du maritime, de l'aérien en combiné avec des zones franches qui sont relativement proches en termes de distance. Donc ça, c'est effectivement des points importants. Moi, je dis toujours à mes clients, regardez ce que vous aimeriez faire dans 3 à 5 ans. Ne regardez pas tout de suite, parce que tout de suite, ben, vous n'avez peut-être pas spécialement envie d'aller dans une zone franche très importante. Mais si demain, vous voulez peut-être un entrepôt, si ça marchait bien, vous voulez un entrepôt, vous voulez du support logistique, vous voulez toutes ces choses-là, ben, allez dans la zone franche, parce que ces zones franches, en fait, elles ont créé leur propre département du travail, elles ont créé leur propre code. C'est vraiment des entités séparées et elles ne dépendent pas, par exemple, du ministère du Travail quand vous employez quelqu'un. Il y a le propre département du travail pour chaque zone franche. Alors, si vous n'êtes pas dans la bonne zone franche, qui, par exemple, n'a pas d'entrepôt, parce qu'il n'y a pas d'entrepôt, ou il n'y a pas de flux de marchandises, c'est vraiment une zone franche où on a du service, mais on n'a pas de douane comme on peut avoir à Jebel Ali avec le port de ce qui rentre, ce qui sort avec un contrôle. Ben, si dans 3 ans vous avez besoin de ça, ben, il faudra fermer votre société dans la zone franche où vous êtes pour recréer une autre société dans la zone franche qui vous convient. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de stratégie d'entrée, de bien réfléchir à moyen terme aussi à ce que l'on recherche. Ici, je vous ai mis un exemple de société qui est dans le pesage, pour qui on a fait un recrutement local, on a recruté le directeur général, on a ensuite recruté des personnes pour l'équipe. Le directeur général, il est chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est, hein, et il coordonne depuis Dubaï tous les services. Et nous, en plus, c'est aussi une chose que je voulais dans mon bureau, c'était de pouvoir accompagner le client tout au long de la durée, hein. On a une vingtaine de personnes et on a 2 comptables dans l'équipe qui gèrent justement la comptabilité, les audits, hein. Donc ça, c'est aussi important. Donc là, on voit bien que non seulement on crée une société, mais on recrute en plus un directeur général qui d'ailleurs pour cette société-là était en Arabie Saoudite et qu'on a débauché d'Arabie Saoudite pour venir à Dubaï s'occuper de la création de cette société. Un autre exemple de société, ici, GFI Informatique, anciennement GFI Informatique, ils ont changé de nom, un groupe qui fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Une personne qui doit partir sur Dubaï, une volonté de créer une structure,
Donc j'ai pu rencontrer et discuter avec le directeur financier du groupe, hein, et puis de mettre en place la structure qui va bien. Et puis ensuite, il y a eu une croissance externe qui a été faite, c'est-à-dire le rachat d'autres sociétés en local pour essayer d'aller plus vite, hein. C'est dans le process d'accélération. Donc là, ici, on voit que voilà, la création de sociétés, ben, nous, de notre côté, on continue à gérer les visas, on fait même le traitement de paiement, les ouvertures de comptes bancaires, toutes ces choses-là qui sont importantes aussi, hein. C'est un aspect quand même important. Faites attention quand vous créez une société. Euh, c'est pas, déjà, un, c'est pas aussi simple que ça. Deux, il faut avoir les bonnes activités. Trois, il faut avoir la bonne zone franche. Quatre, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'arriverez pas à faire grand-chose. Et l'ouverture de compte bancaire est importante. Et elle prend du temps. Donc voilà, en gros. Donc moi, si j'avais un sommaire, puisqu'on m'a demandé à peu près de tenir en une quarantaine de minutes, qu'on ait le temps de faire des questions, je pense que c'est important, c'est de dire que le Moyen-Orient, ça reste une zone qui est réactive, qui veut sortir de la crise, hein. Moi, en 25 ans, j'ai vu beaucoup de périodes basses. On a été challengé, que ce soit lié au pétrole, que ce soit lié à une guerre dans un pays voisin, que ce soit lié à des problèmes autres. Les Émirats ont cette volonté d'aller de l'avant, euh, de toujours voir ce qui se passe à l'international, qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien, et ils ont toujours pas mal d'avance par rapport à ça. Et c'est des pays qui aiment l'innovation aussi. Donc si vous avez des startups euh, marocaines qui sont sur une thématique, qui ont de l'innovation, et vous savez, l'innovation, c'est pas toujours simple à vendre. On dit parfois, bah non, vous n'avez pas de référence. Dans ces pays-là, ils sont prêts à tester. Franchement, si ça vaut le coup, ils vous diront, OK, on fait un projet, on essaye, et puis si ça marche, on fait un projet pilote, et puis si ça marche, on déploie. Donc, c'est vraiment des pays qui n'ont pas peur de l'innovation. C'est un pays qui a réagi très vite par rapport au Covid, avec des mesures relativement fortes, hein, puisque en février 2020, ils annonçaient déjà, alors que, par exemple, en France, on ne parlait même pas encore de Covid, ils nous ont dit, bah, les لا écoles عيطت لي en قلت لي septembre. كنت في الوادي لا قبل ان شاء الله شي الشهاده ديال الدكتوراه ولا Euh, Malgré les contraintes de déplacement, n'hésitez pas à continuer à faire des affaires. C'est pas parce qu'effectivement vous ne pouvez pas vous déplacer que vous ne pouvez pas continuer à faire du business. On arrive à faire du business, même à distance aujourd'hui. Et croyez-moi, dans notre secteur d'activité, dans le secteur du conseil, on a même eu une accélération des dossiers, puisque, comme je vous le dis, on est capable aujourd'hui, et c'est peut-être la force aussi du réseau Global Alliance, c'est on a des acteurs qui sont très forts localement, hein, qui ont vraiment des équipes en local. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous, on peut vous représenter. Donc ça ne doit pas être vécu comme des mois de soucis, de problèmes et tout, mais profitez-en pour analyser, pour structurer, pour recentrer, pour vous développer. C'est vraiment une période qui est propice justement à réfléchir à la façon dont on approche le pays. Euh, Continuer à faire du business, ça c'est important. Et je crois que c'est valable pour tous les pays. Et moi, comme ça l'a dit tout à l'heure, j'ai travaillé aussi avec le Maroc. Euh, il est important de montrer qu'on est là dans les moments parfois difficiles et parfois dans les moments plus sympathiques, de montrer qu'on croit dans l'économie du pays, investir si on peut, être là et assurer aussi un service après-vente, parce que vendre quelque chose si derrière il n'y a pas d'après-vente, ça ne sert à rien. Donc, c'est des pays qui franchement font confiance, hein. Mais c'est la même chose au Maroc. Moi, j'ai eu aussi le même sentiment. C'est qu'il y a un moment où on ne parle plus vraiment produit. Il y a un moment où on parle aussi, on est vraiment sur le relationnel. Et là, je pense que vous vous retrouvez tout à fait entre euh, la culture qu'on peut avoir au Maroc et la culture qu'on a aussi dans ces pays-là. C'est que le relationnel est très important. Les gens que vous allez connaître, les gens qui vont pouvoir vous appuyer, tout ça, c'est quand même, c'est pas simplement un papier, un contrat. Ça va plus loin que ça. Et puis, ne pas oublier que les Émirats ont vraiment retrouvé une activité qui est quasi normale aujourd'hui, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, on a des salons, le business y continue. Alors peut-être, euh, je dirais peut-être moins vite que ce qu'on avait avant, parce qu'on n'a pas toute cette activité touristique qu'on n'a pas encore retrouvée à 100%. Mais là, je crois que pour tous les pays, c'est à peu près la même chose. Mais ce qu'on a vu en tout cas,
c'est que les sociétés marocaines, en tout cas, qui font de l'export et qui ont diversifié leur chiffre d'affaires, eh bien, elles sont peut-être moins impactées que des sociétés qui sont très sur le local. Et c'est pour ça que l'export, il est important, parce que des zones comme l'Asie, des zones comme le Moyen-Orient ont redémarré beaucoup plus vite que, par exemple, l'Europe. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des clients, nous, qui viennent maintenant, qui se déplacent, qui ont eu une double vaccination et qui n'hésitent pas à venir nous voir en local. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas rentrer dans toutes les thématiques sectorielles parce qu'on y passerait beaucoup de temps. Mais vous avez peut-être des questions auxquelles je pourrais vous répondre. Voilà, et puis vous avez ici mes coordonnées et bien sûr la présentation pourra être disponible. Euh, donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis ben, je suis à votre écoute pour les questions. Merci Jean-Pierre pour cet exposé très clair avec des cas pratiques. Hein. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a eu des exemples concrets de ce que vous pouviez faire pour les entreprises marocaines sur place. Ce que tu as dit est vraiment, je pense, important, c'est que c'est une. Moi-même, j'avais participé à l'installation d'Emirates, du bureau Emirates au Maroc. Et quand j'avais reçu l'équipe, c'était cosmopolite. Il y avait des Anglais, des Irlandais. Je pense que ça, c'est un aspect très important de maîtriser l'anglais, l'interculturel pour aller sur ces pays-là. Et ce que j'ai réalisé, le peu d'expérience que j'ai avec ce pays, c'est les standards très, très importants. Enfin, c'est des standards très élevés. C'est un pays où tout le monde interagit commercialement et il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Donc, ils sont très Ouais, exigeants. Enfin, c'est mon sentiment. Et je pense que maintenant, l'expérience d'entreprise marocaine Pour, avec pour revenir l'Europe, sur ouais, ton pour revenir sur le point, il y a une proximité aussi entre les Émirats et le Maroc, on l'a vu. On a eu aussi des investissements qui ont été faits hein, au mm, Maroc. Et je dirais qu'il y a quelque part une certaine proximité, même si c'est loin. Il y a mm, plusieurs milliers de kilomètres. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Si je prends par exemple le Royal Mirage, mm, l'hôtel, il est vraiment à tendance marocaine, par exemple. Tout ce qui est décoration, la nourriture, mm, voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont été ramenées et qui intéressent aussi, qui intéressent localement. Donc, euh, donc voilà, je dirais il y a une proximité au niveau des entreprises, mais il y a aussi une proximité diplomatique et un respect entre les pays. mm. Donc Non, ça, je pense qu'avec les Émirats, le courant passe bien, l'image du Maroc est plutôt bonne. C'est bon de le rappeler. Alors, ouais, pour passer directement aux questions, j'ai une première question d'un investisseur dubaïote, émirati donc, représentant exclusif du Unilever, qui est ouais. intéressé de savoir quelles sont les conditions et projets porteurs sur lesquels il peut s'engager, hors agriculture et produits de la pêche. Mais il dit, mais apparemment, il est intéressé par le secteur production laitière, ce qui est un peu agricole, et il dit qu'il a euh, quelles sont les contraintes et facilités, étant donné qu'il dispose de soutien financier de son pays. Apparemment, c'est un investisseur qui souhaite faire un projet aux Émirats dans Oui. le secteur laitier et qui peut disposer d'expertise. Je pense penser au Maroc certainement. Enfin, la question n'est pas très claire. Mais je suppose qu'il veut investir au Maroc dans ce secteur et il souhaite savoir quelles sont les contraintes et les Donc là, c'est facilités. investir au Maroc. Donc là, c'est pas investir aux Non, Émirats. non, c'est investir aux Émirats parce Investir que aux si, Émirats. ouais, voilà, même s'il est émirati, bon, bah, je te pose quelques questions reçues. Après, Ouais. peut-être, ok. Bah, je peux répondre déjà à celle-ci Mhm. rapidement. Dans le Ouais. domaine agroalimentaire, comme j'ai expliqué, effectivement, il y a eu une prise de conscience de la dépendance du pays euh, par rapport aux importations. Et donc, il y a une volonté, effectivement,
de moins dépendre au niveau agroalimentaire des pays étrangers, hein. Pour vous donner un peu une idée, quand on a eu tout, si vous vous remettez dans le contexte il y a un an, toutes ces fermetures de pays, hein, en disant bah, nous on arrête, on arrête, on arrête, au niveau logistique, c'était vraiment difficile, hein. Trouver un bateau, trouver un avion, c'était compliqué. Puis en plus, ça coûtait super cher. Et les Émirats ont vraiment une dépendance à peu près à plus de 80% des importations. Donc il y a eu une prise de conscience du pays en disant il faut qu'on réduise ça. Donc ça crée des opportunités en local pour des gens qui potentiellement peuvent avoir des idées au niveau agriculture. Alors je pense à des sociétés qui parfois sont dans les semences et qui arrivent à faire des semences qui peuvent pousser dans des milieux assez arides. Donc voilà, puisqu'on a des conditions climatiques qui sont quand même assez importantes, on a vu de la végétalisation verticale, par exemple avec des fermes arrivées en haute technologie, avec des consommations assez basses au niveau de l'eau, hein, puisque l'eau c'est un peu l'or bleu, hein, c'est problématique l'eau. Donc voilà, donc il y a des tas de choses, des tas de réflexions, donc il faudrait voir en fonction de la société, et puis regarder en fonction de ce qui est proposé pour voir effectivement ce qui peut se faire, mais dans l'agro, dans l'élevage, dans tout ce qui est lié à l'alimentation, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis, il y a tout ce qui est bio aussi, qui est intéressant. Tout ce qui est le mieux manger, manger mieux, qui est intéressant aussi et qui est assez porteur en ce moment. Avec des boutiques spécialisées, hein, puisque, pour vous donner une idée, on a un peu plus de 50 carrefours aux Émirats arabes unis, hein. Alors, ça va de l'hypermarket au petit city market. On a eu beaucoup d'e-commerce qui a été fait, hein. On est capable d'acheter une petite bouteille d'eau et se la faire livrer. On a un partenaire très fort qui est Majid Al Foutem, hein, qui a investi un peu dans plusieurs pays que vous devez connaître, qui représente les intérêts de Carrefour dans tous les pays du Moyen-Orient. Et donc, on a plein comme ça de différents des coopératives, des malls qui vont plus être adressés à la communauté asiatique. Enfin, on a un petit peu de tout. Et dans les produits laitiers, il y a un intérêt. Après, ce qu'il faut voir, c'est la réglementation. Parce qu'au niveau réglementaire, effectivement, dès qu'on passe dans l'agroalimentaire, eh bien, on va demander des autorisations, être sûr que ce soit bien halal, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc voilà, en gros, la thématique au niveau. Très bien, Jean-Pierre. On a reçu pas mal de questions, hein, donc je vais essayer de te poser peut-être par trois. Et après, bon, pour la personne qui a posé la question sur le projet production laitière, je pense que le mieux, c'est de faire un mail en détaillant un peu plus. Ouais. Et comme ça, on peut lui répondre de façon plus documentée. Donc, mais apparemment, il y a un marché, hein, d'après ce que tu as dit, Jean-Pierre. Donc, la deuxième question, c'est quelqu'un qui opère dans le secteur du bâtiment, précisément la fourniture et la pose des produits de façade. D'accord? Et il souhaite savoir s'il y a un marché porteur, enfin, dans ce secteur et s'il devrait opérer comme vendeur, enfin, de ces fournitures-là, ou plutôt venir installer lui-même. C'est-à-dire, est-il plus intéressant de rester sur la distribution de matériel ou bien travailler sur les travaux d'exécution du chantier? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quelqu'un qui pose la question, c'est les problématiques de paiement. Comment ça se passe au Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a des délais de paiement respectables? Il y a une loi, enfin bon, je sais que nous au Maroc, il y a une loi qui a été mise en place qui délimite entre 60 et 90 jours les paiements. Est-ce qu'il y a des choses comme ça aux Émirats? Je te pose la troisième question avant de passer au reste. Quel est le rapport avec les produits arabes? Est-ce que les consommateurs, ou la demande au niveau des Émirats, il y a une préférence pour les produits venant de pays arabes? Ou est-ce que, comme dans d'autres pays, on préfère plutôt des produits soit européens, américains ou autres? Est-ce qu'il y a une préférence? Voilà, je te laisse peut-être répondre à ces questions avant de passer aux suivantes. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Alors,
dans la vente de façade, alors vous l'avez vu au niveau architecture, il y a des tas de choses qui sont mises en place. Je dirais que les architectes se font beaucoup plaisir aux Émirats. Vous allez trouver vraiment des designs, mais alors il y en a pour tous les goûts, hein. Ça va de International City où on va trouver un concept espagnol, en passant par des concepts à tendance justement architecture marocaine, avec des styles voilà, superbes quoi. Et puis on va avoir le Bourj Khalifa qui fait 818 mètres, où ils ont bétonné. Enfin, moi, j'ai visité pendant le chantier à 515 mètres. Ils mettaient du béton avec des produits retardants et tout. Donc, vous voyez bien que dans la phase d'installation, là, on a vraiment un marché qui est hyper attractif. Au niveau de l'installation, il faut savoir qu'un ouvrier aujourd'hui aux Émirats va gagner dans les 200-250 euros par mois, hein. Et puis il va être logé, il va être nourri, enfin bon voilà. Mais donc on a une main-d'œuvre qui est quand même assez peu chère, on va dire entre guillemets. Donc effectivement au niveau de l'installation, euh, c'est pas vraiment le problème, on trouve de la main-d'œuvre facilement. Ça va plus être lié à l'expertise du produit. Est-ce qu'effectivement je vends et ensuite je forme les gens qui sont sur place? Quand vous allez commencer à faire du contracting, ce qu'on appelle de la construction là-bas, hein, ben, il va falloir une société avec des licences, avec des autorisations, toutes ces choses-là. Donc ça va être cher, ça va être coûteux, ça va prendre du temps, vous ne serez peut-être pas connu. Donc j'aurais tendance à dire, si c'est un produit que vous êtes fabricant, bah, essayez de vendre et puis de former les gens sur place pour vous assister localement. Vous y gagnerez sûrement en temps et en réactivité. La problématique des paiements, alors je dirais que les Émirats, ça reste quand même des pays relativement structurés au niveau des paiements. Il faut quand même faire attention, puisque vous allez être lié à des paiements à l'export. Donc en général, les gens savent qu'effectivement, avec un partenaire international, on peut demander à ce que le paiement soit fait avant que la marchandise quitte votre pays. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez essayer de pousser ou alors passer par des produits bancaires, style lettre de crédit, crédit documentaire, toutes ces choses-là, mais essayez au maximum de vous sécuriser. Après, vous pouvez toujours faire une analyse en fonction du partenaire que vous avez, parce qu'il y a des grands groupes qui sont là et ça, on a la même chose au Maroc, hein. On sait qu'on sera payé, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais on sera payé et voilà, le paiement est quand même sécurisé. Donc, ça dépend vraiment de votre partenaire que vous avez en face. En règle générale, on est sur du 90 jours en local, c'est-à-dire de société locale à société locale. Très souvent, dans la construction, par exemple, on est sur du 90, 120, 120 jours. Ça arrive aussi, hein, des retards de paiement. Mais voilà, on apprécie en tout cas avoir une flexibilité sur le paiement. Après, dans la production, est-ce qu'on met plus en avant les produits arabes ou pas? Bah, automatiquement, oui. Si effectivement vous arrivez avec euh, des produits qui sont déjà au niveau de la réglementation qui peuvent être compatibles, un emballage, un étiquetage qui est fait en arabe, toutes ces choses-là, bah, c'est sûr que vous avez une longueur d'avance par rapport à des sociétés internationales. Après, n'oubliez pas quand même que 90% des gens sont étrangers. Et que par exemple, il y a 2,5 millions d'Indiens, quoi. Donc du coup, on se retrouve quand même avec des produits qui doivent répondre à une palette de nationalités. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que Français, bah, si je vais chez Carrefour, j'ai envie de retrouver mon fromage, vous voyez, ou mes biscuits. Et puis, si je suis indien, bah, je vais peut-être aller à Lulu Hypermarket où je vais retrouver peut-être plus des produits et tout. Mais... Donc, il y a plutôt une gamme qui est relativement internationale, hein. C'est pas vraiment segmenté en disant, voilà, on ne trouvera que ce type de produit. Non. Mais disons que vous aurez, vous de votre côté, un avantage, en tout cas sur la partie réglementaire. Voilà pour les 3 premières Très questions. bien. Alors, ouais, en fait, cet élément, je pense, cosmopolite, c'est très important. Il faut savoir que c'est pas que des Émiratis auxquels on s'adresse, hein, c'est vraiment toutes les nationalités. Alors, donc, la question suivante, c'était par rapport à quelqu'un qui veut monter une structure sur place. Oui. En tant que société marocaine, comment monter sa structure? Je pense que tu y avais répondu tout à l'heure en C'est ça. disant que l'accompagnement.
Ouais, je vais reprendre la question, puis je répondrai Oui, après. Ouais. ok. D'accord. Bon, quelqu'un qui souhaite recruter et qui aimerait avoir plus d'informations, des informations complémentaires, je pense, en complément à ce que tu as donné. Je pense ce qui est très important pour l'avoir vécu avec pas mal de sociétés marocaines, je pense qu'il faut mettre en avant aussi ce qu'on propose souvent, enfin, dans les partenaires Global Alliance, c'est de faire par phase, c'est-à-dire au début, commencer peut-être par un portage salarial, tester le marché avant d'aller sur une création de succursale. Maintenant, bien sûr, ceux qui souhaitent aller directement sur ça, je pense que vous avez des services qu'il faut pour tout ce qui est renseignement juridique et fiscal, la forme juridique, etc. Deuxième question sur le recrutement. La troisième, c'est pour quelqu'un qui souhaite trouver un distributeur pour des produits alimentaires haut de gamme Oui. auprès des segments Horeca. Horeca, ouais. Ouais, Hôtel-restaurant. ouais, ok. Voilà, il souhaite s'informer. Bon, je te donne une dernière question sur quatrième question sur le coût. Quelqu'un pose la question sur le coût de création de société en zone franche. Oui, Ouais, d'accord. je te donnerai après les autres questions. Ouais. Alors, monter sa structure, on l'a dit, il y a plein de questions à se poser avant. Est-ce que vous allez monter en tant que personne physique, c'est-à-dire en individuel? Dans ce cas-là, c'est relativement simple, copie de passeport, ça va vite. Ou est-ce que vous allez monter une société qui dépend de votre société marocaine? Dans ces cas-là, une personne morale. Donc là, il faudra trouver ce qu'on appelle l'UBO, Ultimate Beneficiary Owner, au niveau des banques. Nous, ce qu'on fait, c'est quand on a un projet de création, d'implantation, on associe un partenaire bancaire local dans la discussion pour être sûr que vous ayez bien l'ouverture du compte bancaire. Parce que moi, je l'ai déjà vu, hein, des sociétés qui essayent de monter quelque chose, ils ont la licence, mais ils n'ont pas le compte bancaire. Donc, monter sa structure, encore une fois, mainland, donc à l'intérieur du pays ou en zone franche, 100% de votre société, en mainland, potentiellement 51% pour le sponsor local et 49% pour vous, avec des exceptions qui peuvent être faites suivant les activités. Et en fonction de la zone franche, bah, vous avez pas mal de choix, donc répondez bien à la problématique que vous voulez à 3-5 ans, hein, pour être sûr que vous êtes bien dans la bonne zone franche. Et si vous voulez aller en mainland, eh bien nous, on met en contact en fonction de vos besoins avec des personnes locales, des Miratis, qui vont pouvoir euh, potentiellement être un sponsor pour vous. Donc ça, c'est important. Le coût, ça peut aller de quelques milliers d'euros à beaucoup plus, parce qu'effectivement, ça va dépendre en mainland de votre sponsor et de ce que vous voulez avec lui. En général, les sponsors, ils prennent une somme fixe à l'année et ils deviennent un peu un partenaire dormant. Donc voilà. Et puis parfois, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus actifs. Et puis après, bah, je dirais que c'est comme partout, ça dépend aussi de la notoriété de votre sponsor, puisque parfois, il y a des sociétés qui veulent avoir un sponsor qui puisse les aider dans leur business, et dans ces cas-là, ça peut coûter beaucoup plus. Mais vous pouvez monter une société pour quelques milliers d'euros euh, aux Émirats, avec la spécificité que tous les ans, vous devez renouveler votre licence, et tous les ans, vous devez payer un coût de licence. La licence, c'est 12 000 dirhams, mais dirhams, Émirats arabes unis. Donc, en gros, pour mettre ça en euros, hein, je vais reprendre, vous divisez par 4,3, 4,4. Le dirham émirien, pour votre information, est à parité fixe avec le dollar, hein. Donc, un dollar, c'est 3,67 dirhams. Et, et donc, comme il est à parité fixe avec le dollar, bah, il n'y a pas de souci, hein, si vous êtes en dollars, mais si vous êtes en euros, ça fluctue. Ça peut être plus ou moins. Et on a en général une variation d'à peu près 10%, hein, si on regarde, ça fluctue entre 4 et 4 dirhams, 1 euro, 4 dirhams, ou 4,4 dirhams, ça fluctue un peu là-dedans, dans ces coûts-là. Donc ça, c'est pour répondre. Pour nous, en tant que création, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un package. Voilà, vous savez où vous allez avec nous. On a un package. Et nous, notre objectif, c'est d'aller relativement vite pour créer votre société. Et vous, votre objectif, c'est pas que ça prenne non plus 6 mois. Donc, on a exactement le même objectif. Donc, on a fait un package, une somme forfaitaire dans lequel
en fonction de ce que vous voulez, on peut définir les services et vous dire voilà, ça coûte tant et au moins vous savez combien ça coûte. Trouver des distributeurs dans l'ORECA, donc hôtel, restaurant, café, comme vous le savez, la partie touristique, on en a parlé, elle est très importante. Sur les 90 millions de passagers, par exemple, qui sont sur Dubaï, qui transitent par l'aéroport, on estime qu'il y a à peu près 15% des gens qui viennent visiter les Émirats. Donc ça vous fait à peu près 15 millions, on va dire, allez, grosso modo 15 millions de visiteurs par an, sachant qu'à partir d'octobre prochain, pour les 6 prochains mois, on va avoir l'exposition universelle de Dubaï, ce qu'on appelle l'Expo 2020, qui va se tenir, avec des thématiques spécifiques, avec vraiment un site dédié à l'extérieur de Dubaï qui a été construit et avec plus de 170 pavillons par pays. Et bien sûr, pratiquement tous les pays dans le monde sont représentés. Donc on attend 25 millions de visiteurs. Alors ça, c'était avant Covid, on en aura peut-être moins, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Émirats comptent beaucoup sur cet aspect touristique. Et puis, n'oubliez pas que les Émirats, c'est une ancienne colonie anglaise qui a eu son indépendance en 1971. Et en décembre, le 2 décembre 2021, on fêtera les 50 ans d'indépendance des Émirats. Donc ça risque d'être relativement grandiose. Alors j'ai un peu dévié sur la partie distributeur Horeca parce que en fait, les distributeurs, vous pouvez les avoir par secteur. Il y en a qui vont plus être effectivement sur de l'hôtel, il y en a qui vont plus être sur du retail, donc ils vont faire toute la partie grande distribution. Donc on a une segmentation quand même. Puis après, ça va dépendre aussi de votre secteur. Est-ce que vous êtes dans les fruits et légumes? Est-ce que vous êtes dans la viande? Est-ce que vous êtes dans... Vous voyez, et en fonction de ce que vous allez avoir, ben, il y a peut-être un distributeur qui va être mieux placé que l'autre, sachant que dans le premium, parce qu'on a parlé aussi de premium, sachez qu'il y a des boutiques maintenant gourmets qui sont mises en place. Alors bien sûr, la plus connue, c'est Galerie Lafayette gourmet, mais on a plein de petites boutiques qui sont mises en place aussi, qui sont vraiment sur des thématiques de bio ou de premium, tout ce qui est artisanal. On a des petits marchés maintenant qui se mettent en place, surtout quand il fait bon à l'extérieur, où des producteurs peuvent venir, ou des gens peuvent venir aussi proposer des produits locaux. C'est vraiment tendance. C'est vraiment tendance. Très bien. La question suivante, c'est par rapport au. Est-ce qu'il y a. Qu'en est-il du marché de libre-échange entre les pays du Moyen-Orient? Voilà, en fait, à quel état c'est, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des accords tarifaires, etc. La question suivante, c'est que c'est quelqu'un qui représente la société Afrique Industrie, qui est basée à Tanger, qui est leader marocain en papier abrasif pour ponçage manuel des murs, carrosserie de voitures, etc. Et ils exportent déjà depuis 1980. Et là, ils souhaitent savoir, enfin, ils recherchent un distributeur local aux Émirats, soit pour le pays ou pour la région. Comment peuvent-ils trouver le bon partenaire? C'est sa question. Alors, Dans quel secteur carrosserie? alors, ils sont dans les papiers abrasifs pour ponçage manuel pour les murs, le bois, carrosserie automobile. Tu sais, le papier Emery, enfin, tu sais, ça doit être un papier spécial abrasif pour multi-usage. Ils souhaitent avoir un distributeur soit pour les Émirats ou la région. Alors, la question, je te repose une dernière avant votre groupe de questions. Quelqu'un qui pose une question par rapport à l'interculturel. Existe-t-il des workshops pour développer ses compétences au management multiculturel, surtout pour la connaissance et la communication avec les cultures extrêmes orientales, indiennes, philippines, etc. Ça peut être intéressant de monter peut-être un workshop dans ce sens-là. Voilà. Voilà la question. Est-ce qu'il y a des choses? Je pense que oui. Bon, maintenant, je ne sais pas si Jean-Pierre, toi, tu en as déjà monté de ce genre de workshop. Oui, oui, bah, tout à fait. Je vais commencer par la dernière question. Alors, l'interculturel, c'est très important.
L'interculturel, je vous l'ai dit, le relationnel. Alors moi, ce que j'ai mis en place, et on le développe, et vous pourrez le voir. Donc j'ai deux structures, hein. Une structure qui fait ce genre de choses et qui développe des formations et des sessions de coaching aussi. Alors, c'est pas vraiment coaching, c'est mentoring. La différence pour moi entre le coaching et le mentoring, c'est le coaching, vous allez voir un prof de tennis, il vous explique comment mettre la raquette, tout ça et tout, puis voilà. Le mentoring, c'est plus vous aider à mieux appréhender, à prendre de la hauteur et à mieux cerner les différences culturelles qu'on peut avoir. Alors, sur l'interculturel, la diversité, c'est superbe. Le fait qu'on soit tous différents, on n'est pas des copier-coller, heureusement, parce que si on était tous des copier-coller, le monde serait vraiment ennuyeux. Donc la diversité, elle est importante. La question qui se pose, c'est l'inclusion, c'est-à-dire comment faire en sorte d'inclure quelqu'un qui est différent de moi. Parce que c'est pas simple. Quand vous travaillez entre Marocains, vous comprenez. Quand les gens travaillent, moi je suis français, je travaille avec des Français, on n'arrive encore à se comprendre. Mais quand on commence à mixer des cultures, et encore plus des gens qui viennent d'Asie, alors un Indien, un Pakistanais et tout, là on commence à être un peu perdu. Et le problème, c'est que quand vous créez, quand vous avez des postes, hein, moi j'ai géré jusqu'à 17-18 nationalités en même temps, et que vous faites un meeting, bah, vous avez toutes ces différences culturelles qui arrivent, avec des gens qui vont être plutôt directs, des gens un peu moins directs, des gens qui vont être très orientés sur des tâches à faire, d'autres qui vont plus être sur quelque chose de light et tout. La notion de temps, par exemple, c'est important dans les pays arabes. Bah, vous dites, on se voit demain, Inch'Allah, on se voit demain, tout à fait normalement, parce que aussi la religion, la dimension religieuse, et on n'en a pas parlé, elle est importante, mais parce qu'aussi, euh, voilà, parce que c'est quelque chose de, on se dit, bah voilà, si Dieu le veut, on se voit demain. Et ça, il y a aussi des personnes qui ont du mal à l'accepter ou qui se disent, mais pourquoi il me dit ça? Oh, bah, il va peut-être pas être là demain, tout ça et tout. Vous voyez, et la différence culturelle, du coup, elle est importante et il faut aligner tout ça au niveau international. Donc moi, j'ai mis en place des workshops, des sessions de coaching. J'accompagne plusieurs sociétés internationales. Je forme les expatriés de grands groupes français qui partent sur le Moyen-Orient. Développé des modules spéciaux sur l'Arabie Saoudite, sur les Émirats, sur le Qatar, sur l'Oman et sur l'Égypte aussi, où je fais intervenir parfois des personnes de mon équipe, par exemple sur l'Égypte, même si je pense, vous, au niveau Maroc, vous connaissez bien l'Égypte. Mais euh, il y a une dimension aussi de la femme, de l'importance de la femme. On n'en a pas parlé, de la femme dans l'écosystème. Et mon épouse, qui, comme moi, a vécu toutes ces années et qui a vu aussi la dimension familiale, et je vous l'ai dit, on a 3 filles qui sont toutes nées à Dubaï, on fait aussi des modules spéciaux femmes. Parce que parfois, on a des questions sur ah mais moi je suis une femme, comment ça va se passer? Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que ça va être simple pas? Parce que on écoute un peu parfois les médias et parfois une mauvaise compréhension du pays par rapport à ça. Donc, Mm. l'interculturel, c'est important. Des ateliers, oui, j'en fais. Et oui, je fais des sessions de coaching. Et je dirais que j'ai parfois en mentoring, c'est-à-dire vraiment en session d'accompagnement en one-to-one, des directeurs de projet qui ont 55 ans, qui sont super doués dans leur domaine, mais qui n'ont pas cette dimension soft. Et s'ils n'ont pas cette dimension soft, ben, vous savez, vous pouvez facilement vous faire virer par un client local qui dit moi, ce gars-là, j'en veux pas parce qu'il n'a pas matché avec le côté culturel. Donc, oui, il est important. Euh, et encore une fois, je pense Je que pense que et pour, aucun, vous avez beaucoup d'avantages parce que il y a beaucoup de points communs. Vous allez vous retrouver la valeur de la famille, la valeur de l'hospitalité, le respect, la loyauté, la hiérarchie, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses. Vous avez plein de valeurs communes, même si effectivement les deux pays sont différents, hein, mais il y a plein de choses communes quand même, hein. Et dans la langue, j'en ai pas parlé, mais euh, c'est vrai que j'ai reçu moi des délégations marocaines aux Émirats. Il y a un arabe, mais on n'est pas quand même sur le même arabe, hein. Il y a un dialecte aussi aux Émirats. Un Libanais, par exemple, il va mettre 3-4 mois à comprendre, hein, l'arabe local. Donc, il y a un ajustement quand même à faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, mais on peut se débrouiller, on peut se débrouiller, mais voilà, il y a un alignement à faire aussi. Sur le côté libre-échange, bon, bah, vous savez qu'il y a un accord de libre-échange entre le Maroc et les Émirats arabes unis qui avait été signé en 2001, hein, puisque le Maroc admet aussi un vice-versa, hein, en franchise,
des marchandises qui peuvent provenir des Émirats. Et réciproquement, il y a aussi, mais alors là, il faudrait que j'aille un petit peu plus dans le détail, il y a aussi des accords qui sont passés quand même entre les deux pays. Je n'ai pas les détails du flux d'échange entre le Maroc et les Émirats, mais ça reste quand même, je pense, les Émirats, un des pays dans le commerce extérieur du Maroc. Euh, En 2000, le chiffre, mais qui date de 2014, donc qui n'est pas du tout à jour, on était presque à 1% du commerce extérieur, et je pense que ça a bien évolué depuis. Donc je ne voudrais pas m'avancer sur des chiffres, et si d'ailleurs quelqu'un a des chiffres plus actualisés, qu'il n'hésite pas à les partager. Et sur la partie automobile, tout ce qui est carrosserie, toutes ces choses-là, il faudrait En fait, Jean-Pierre, c'était des papiers abrasifs pour Ouais. l'automobile, mais aussi pour le bâtiment, enfin le bois. Oui, Voilà. Ouais. voilà. Alors j'allais dire, pour toute la partie automobile, on n'a pas de production automobile en tant que soi. On a pratiquement tous les grands fabricants, hein, enfin les marques d'automobiles qui sont présentes, mais qui sont plus là à stocker. En revanche, sur toute la partie bois, c'est pareil, le bois il est beaucoup importé, mais après on va pouvoir le transformer. Alors que les voitures, on ne transforme pas du tout. Donc dans l'automobile, il n'y a pas vraiment de question. Il y a en revanche un très bon business du marché de véhicules d'occasion des Émirats ou des pays du Golfe sur l'Afrique. Ça, c'est des choses qui marchent très très bien. Voilà pour ces questions-là. En fait, Jean-Pierre, je pense que la personne souhaitait trouver un distributeur, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'il nous envoie un mail, comme ça, Avec des informations plus. Ouais, voilà, comme ça, tu peux envoyer et le package et le mode opératoire. Pour la partie, les workshops que tu as déjà, tu pourrais peut-être échanger avec moi pour aller proposer à la SMEX sur des webinaires ciblant des pays. Ça peut être intéressant par pays parce qu'il y a la question s'intéresser autant aux pays arabes, Égypte, Arabie Saoudite, etc., mais aussi aux pays asiatiques comme les Philippines, l'Inde, enfin, etc. Parce que comme à Dubaï, il y a toutes les nationalités, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les différents ouais, formats. Parce qu'il y on a peut. des gens certainement qui sont amenés à négocier. Oui, Ouais, pardon? très bien. On peut avoir un atelier qui reprenne un petit peu ces codes, ces différents codes internationaux et qui puisse donner une idée de comment interagir, comment placer, sans stéréotyper, hein, mais essayer de Ouais, placer un petit peu et puis donner des exemples de ce qui peut être vécu, hein. Donc ça, c'est des choses qui d'accord. peuvent être faites. Donc, je vais poser les dernières questions avant qu'on donne la parole pour les témoignages. Bon, quelqu'un qui pose la question de comment créer, quelles sont les conditions pour créer une société à Dubaï, encore une fois, et ouvrir un compte société à Ça, on l'a. Dubaï. Ça, Voilà, ça, on l'a déjà traité. Quelqu'un qui pose une question un peu vaste sur la consommation émirati en agroalimentaire. Bon, ça, c'est un peu, je ne sais pas si tu as les données, mais je pense. Quelqu'un qui est dans le secteur industrie au Maroc et qui s'intéresse à investir aux Émirats euh, et il souhaite Euh, quelqu'un qui pardon, a, quelqu'un qui a, qui est dans le secteur industriel au Maroc et ouais. qui souhaite investir aux Émirats. Il est intéressé par la zone franche pour avoir la proximité d'import. Si c'est intéressant de distribuer comme ça, enfin, je pense que tu l'as déjà présenté, mais ce serait intéressant qu'il nous envoie un mail avec plus de détails. Parce que Ouais. bon, tu as dit que c'était intéressant, surtout s'il cible un peu la partie portuaire, ça semble être le cas, mais on n'a pas plus d'éléments. Euh, alors, l'autre question, c'est par rapport au domaine informatique, tout ce qui est logiciel, de gestion du temps du personnel. Est-ce qu'il y a un avenir là-bas, enfin aux Émirats? Ouais, c'est tout ce qui est logiciel, gestion du temps.
Et la dernière question que j'ai, c'est sur l'efficacité énergétique. Quelqu'un qui est dans le secteur de l'efficacité énergétique et l'énergie et tout ce qui est développement durable, euh, il souhaite savoir s'il y a des opportunités d'affaires aux Émirats. Quel Voilà. domaine au niveau... Tout ce qui est efficacité énergétique et énergie durable. Enfin, tu sais, tout ce qui est solaire, éolien, enfin, tout ce qui est et optimisation d'énergie aussi, efficacité énergétique. Donc, et la dernière question, quelqu'un qui souhaite avoir des coordonnées d'organismes type chambre de commerce, euh, il est dans le domaine de matériaux de construction. Voilà, je ne sais pas s'il y a un site, bon, ça, à la limite, tu pourras partager avec nous si tu as quelque chose de chambre de commerce aux Émirats qui pourrait être partagé avec l'assistance. Voilà, ce sera la dernière question. Ce sera la dernière question. Alors, au niveau industriel, sur le projet, je vais les prendre en fonction des différentes thématiques. Au niveau industriel, donc effectivement, il faut voir les zones franches, ce qui peut paraître le plus intéressant pour vous en termes logistiques. Et en fonction de ça, aller sur une zone franche qui puisse potentiellement soit donner la possibilité de louer des bureaux, des entrepôts, un terrain pour faire une usine, des choses comme ça et tout, ou carrément un terrain pour pouvoir construire et devenir propriétaire d'une usine, de créer carrément quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement, je ne vais pas dire faciles, mais on a plusieurs options et il faut voir en fonction de la société pour choisir ce qu'il y a de mieux. Donc nous, on a ce genre de discussion avec des sociétés qui sont plutôt dans l'industrie. Hein. Et donc, il faut prendre vraiment tout en compte. L'aspect zone franche, l'aspect logistique, l'aspect des partenaires, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc là, je vous incite à m'envoyer un email pour aller un petit peu plus dans le détail. Mais là, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à faire. Logiciel, gestion du temps, bah, les logiciels, donc on est plutôt dans l'informatique. Il y a un bon salon de l'informatique qui s'appelle le GITEX, G-I-T-E-X. Et le GITEX, c'est vraiment le salon dédié à tout ce qui est ITC, hein, donc l'informatique, les télécoms, toutes ces choses-là. Et on a vraiment un salon, c'est le plus gros sur le Moyen-Orient. On a, hors période Covid, bien sûr, beaucoup de gens qui viennent de la région et qui viennent sur ce salon. Et on a soit des pavillons pays, hein, donc vous pouvez avoir un pavillon Maroc, comme vous pouvez être sur un pavillon avec une thématique spécifique. Vous, si vous êtes dans les télécoms, bah, vous allez aller proche des opérateurs, Etisalat, tous ces gens-là. Si vous êtes proche je sais pas, des imprimantes, bah, vous allez aller vers HP, vers Canon, tous ces gens-là et tout. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder au niveau du GTEX. Moi, j'ai évolué quand même dans ce domaine, je connais bien. D'ailleurs, j'ai accompagné une délégation au niveau informatique. On en avait parlé, Saad, avec à l'époque Maroc Export aussi, où on avait fait des visites institutionnelles. Donc là, sur le côté IT, il y a des choses à faire. Gardez bien en tête que si vous avez une partie logicielle, qu'effectivement, il y ait bien la possibilité d'avoir l'anglais. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis après, moi, j'ai beaucoup de clients qui développent en SaaS, c'est-à-dire qu'à distance, ils font toute la partie maintenance, toutes ces choses-là. Ils trouvent un partenaire local pour vendre et puis pour déployer. Donc, il faut voir votre business model, mais il y a des choses à faire. L'efficacité énergétique, oui, parce qu'effectivement, dans la partie environnementale, le pays se pose quand même de plus en plus de questions sur l'après-pétrole. Donc ça, je pense que c'est important. On a des sociétés comme Total Solaire, par exemple, qui ont démarché. Donc, on a des questions sur toute l'activité solaire, par exemple, mais pas que. Là, en ce moment, j'aide une société française d'ailleurs qui travaille sur un projet de véhicule à hydrogène et qui est en train de proposer ce véhicule pour le Paris-Dakar. Pour ceux qui sont au courant, le Paris-Dakar aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite, hein, il est sur l'Arabie Saoudite. Et donc, on travaille avec ce client pour justement trouver, ramener cette innovation d'hydrogène sur les pays du Moyen-Orient. Hein.
Donc voilà, on a des villes plus ou moins à énergie propre, comme par exemple Masdar, Masdar, Masdar City à Abu Dhabi, qui est supposée être la ville propre de demain sur les Émirats arabes unis. Et puis je vous rappelle que tous les pays du Golfe, hein, pas seulement les Émirats, ont une vision 2030 hein, pour 2030. Et dans cette vision 2030, effectivement, la partie des énergies renouvelables, elle est très importante. Et après, on a des salons, et là, je rejoindrai aussi sur la partie industrielle, on a des salons qui sont liés, ou tous ceux qui sont à la construction de ces jeux-là, on a des salons qui sont dédiés, comme le Big Five, qui est un salon qui est très connu, Big, BIG 5, mais on a aussi des thématiques spécifiques qui sont liées à l'eau, à l'environnement, aux technologies énergétiques. On a par exemple le WETEX, W-E-T-E-X, ou le World Future Energy Summit, hein, qui est le sommet mondial de l'énergie du futur, qui lui se tient sur Abu Dhabi. Il a lieu, par exemple, alors pour vous donner une idée, le Big Five, c'est du 12 au 15 septembre 2021. Le WETEX, c'est du 5 au 7 octobre 2021. Et puis, le sommet sur l'énergie est du 17 au 19 janvier 2022 à Abu Dhabi. Et puis, juste pour votre information, de mon côté, moi, avec ma structure France, j'ai prévu 7 missions pour l'Expo 2020. La première est liée à la cosmétique en octobre prochain avec Beauty World, qui est le salon de la cosmétique, où on prévoit d'avoir des délégations d'entreprises qui viennent et qui visitent et qui profitent de l'Expo 2020 et du salon et de l'organisation de rendez-vous B2B ciblés. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, la première thématique est avec cosmétique, sur la cosmétique. On a d'ailleurs la fédération, la plus grande fédération en France, le Cosmétique Valley, qui nous aide. Mais on peut aussi avoir d'autres sociétés, d'autres pays, puisqu'on a, c'est un cluster en fait européen, mais on peut tout à fait envisager des sociétés marocaines qui viennent aussi. En novembre, on est sur tout ce qui est éclairage, immobilier, biens de construction, avec le salon qui s'appelle Cityscape, qui est à Dubaï. Donc là, on est avec une fédération qui s'appelle le Cluster Lumière, qui représente vraiment beaucoup de sociétés dans l'éclairage, dans l'architecture, toute la décoration, toutes ces choses-là, enfin vraiment liées à l'immobilier. En janvier, on sera sur la santé, avec le salon de la santé. En février, sur l'agro. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui peuvent avoir une valeur ajoutée, marocaine, hein, qui peuvent avoir une valeur ajoutée, avec le Golf Food, hein, le Golf Food, pour ceux qui connaissent. Et là, très souvent, on a des pavillons marocains, hein, pour votre information. Et puis ensuite, en mars, on est sur tout ce qui est énergie. Donc on a une mission sur énergie, et on a aussi une mission femmes dirigeantes pour les femmes qui seraient dirigeantes de société et qui voudraient participer, puisqu'on a la journée du 8 mars 2022, qui est la journée de la femme internationale. Donc, tout ça fait qu'on a quand même des dynamiques. Après les chambres de commerce, moi, je vous conseille de me donner vos infos et puis je vous redirigerai en fonction. Vous avez l'ambassade, bien sûr, du Maroc à Abu Dhabi, hein. Et puis, comme je disais, vous avez aussi des structures qui sont implantées chez vous, hein, au Maroc, qui sont comme nous, on a un équivalent Business France, par exemple, pour les sociétés françaises, qui sont aussi là pour promouvoir, hein, comme je vous ai dit. Ça peut être une fédération. Aujourd'hui, on organise des visites pour des fédérations, pour des institutions, pour des groupements de sociétés. Ça peut être du chasser en meute, parce que demain, on a eu le cas, les gens sont dans le surgelé, ils disent ah ben moi tiens je fais de la vente, ah ben moi je vends des glaces, ah ben moi je vends des fruits et légumes surgelés. Eh ben quand on va avoir un acheteur qui fait du surgelé, ben on peut lui proposer de la viande, des glaces et puis des légumes. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut, je pense, si vous êtes pas plutôt en découverte, essayez d'y aller à plusieurs et puis de mutualiser vos efforts. Ça vous coûtera moins cher. Et puis si vraiment vous avez un projet consistant, là n'hésitez pas à avoir une démarche beaucoup plus spécifique et à avoir une approche beaucoup plus sur mesure. Et enfin, pour Merci, Jean. l'agroalimentaire, je suis désolé, hein, j'avais un point sur l'agroalimentaire, je ne veux pas du tout échapper à cette question. Donc, je vous ai parlé du salon du Golf Food qui était important, avec des pavillons qui sont énormes, hein, des pavillons étrangers, hein,
Il y a beaucoup de gens qui sont là. Vous avez aussi un salon spécifique qui s'appelle le WOP, le salon WOP, pour qui est périmable. Hein. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. On a accompagné des sociétés marocaines dans les fruits et dans les légumes. On a aussi d'autres salons comme Agra ME, Middle East, qui est un salon spécifique un peu, qui a aussi la possibilité d'avoir du online, qui d'ailleurs va se dérouler du 29 au 30 juin prochain. Et puis on a aussi des exhibitions qui peuvent être liées à l'aspect logistique, par exemple Fruits Logistica. Hein, on est vraiment sur un secteur de producteurs de fruits avec un lien sur tout ce qui est supply chain, c'est-à-dire tout ce qui est logistique. Et là aussi, on a eu quelque chose, c'était fin mai. Donc, l'agriculture, encore une fois, c'est important. C'est des pays qui importent beaucoup. Il faut surtout pas hésiter à regarder. Et j'aurais même tendance à dire, pas que les Émirats, pratiquement tous les autres pays auront des besoins. Oman, Qatar, tous ces pays-là auront les mêmes problématiques. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, entre l'Europe, par exemple, et les pays du Golfe, l'Europe, c'est le quatrième plus grand exportateur au niveau agro hein, sur les Émirats. Donc voilà, les Émirats, c'est les Européens, c'est le 13e en termes d'importance hein, sur ce secteur-là. Et puis, si on regarde des relations, donc là, je vais vous donner des infos qui sont plus liées à l'Europe, mais moi, j'ai plus d'infos liées à l'Europe qu'au Maroc. Mais par exemple, les relations bilatérales entre l'Europe et les Émirats sur la partie agro, elle est de 52 milliards d'euros. Hein, et de 3 milliards sur des produits d'agriculture qui ont été exportés de l'Europe vers les Émirats, ça c'était en 2017. Et c'est des marchés qui fluctuent, qui évoluent avec une dimension e-commerce de plus en plus importante. Le e-commerce aujourd'hui au niveau alimentaire, pour vous donner une idée, en 2019 aux Émirats, c'était à peu près 220 millions d'euros. Non, il y avait une projection à 220 millions d'euros. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée sur du e-commerce. Hein. Je parle que pour le e-commerce. Donc les click and collect, toutes ces choses-là, hein, qui sont assez importantes. Merci Jean-Pierre. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. Enfin, j'ai eu entre-temps quelqu'un qui souhaite organiser une mission pour les textiliens. Ouais. Je pense que ça, tu as dit que tu es capable de l'accompagner. Oui, Donc, je propose d'envoyer un mail et puis on pourra répondre à sa demande de façon concrète. Et sans oublier que peut-être que ce serait l'occasion avec le Dubaï Expo 2020. Je sais qu'il y a un pavillon marocain prévu. Et peut-être qu'il y aura un projet de délégation marocaine. Ce sera l'occasion peut-être de venir visiter, comme tu dis, soit sur du multisectoriel, soit pour un secteur donné. Oui, tout à fait. Voilà. Tu Nous, as dressé un peu le tableau. ouais. Oui, pardon. Nous, ce qu'on fait, c'est des réunions de cadrage avec les sociétés. Ensuite, on prend les délégations en tant que telles, on la fait venir, on fait une visite de l'expo, qui d'ailleurs sera en français pour information, sur l'expo, le site de l'expo, pour essayer de comprendre le site de l'expo. Donc, on a 1 heure de présentation. Et puis ensuite, on va sur le pavillon du pays. Donc, on a des sociétés de différents secteurs qui vont venir. Et par exemple, sur la cosmétique, on a des sociétés qui viennent du Portugal, qui viennent de. J'ai plus tous les pays en tête, mais la France, bien sûr, on pourrait imaginer marocaine. Et après, on a des temps de passage sur les pavillons nationaux. Et ça, c'est important, je crois, de montrer aussi que vous êtes présent, qu'il y a cette dynamique et puis potentiellement d'organiser un cocktail après où on va fédérer tout le monde et on va avoir un cocktail d'affaires. Hein. On a prévu d'avoir un cocktail d'affaires où on va recevoir tous les locaux, tous les distributeurs, tous ces gens que vous avez pu voir, se retrouver autour d'un verre de jus de fruits et puis de pouvoir tranquillement avoir ce traditionnel. Pour Cosmetic Valley, juste pour information, Jean-Pierre, on a un cluster, je crois qu'il s'appelle Menara, qui fait partie du Cosmetic Valley, qui est marocain, qui est très bien structuré, avec pas mal de sociétés qui ont de la cosmétique bio. Voilà, et voilà, pour information. Donc, il y a un intérêt aussi pour la cosmétique. Donc, sans plus tarder, pardon. J'ai accéléré une vingtaine de sociétés là, il y a 2 mois dans la cosmétique avec justement la fédération.
Et s'il y a des liens entre Cosmetic Valley et effectivement la fédération, ça peut être intéressant. Je regarderai moi avec la directrice internationale parce qu'effectivement, je pense que c'est bien d'avoir du collectif. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a peu de chances que vous ayez le même produit. Vous allez Ouais, toujours avoir des petits facteurs de différenciation ouais, ou de exactement. positionnement ou de prix. Et le fait d'être à plusieurs, bah, ça permet d'avoir une meilleure communication parce que nous, après, on va pouvoir parler au niveau de la presse écrite, inviter des journalistes, faire des réseaux sociaux. Et tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir profiter en étant dans cette mission, vous voyez. Et puis Mhm. après, on peut inviter toutes les institutions. C'est-à-dire que si on a un bon nombre de sociétés marocaines, alors on n'a pas besoin d'en avoir non plus 50, hein, mais Mhm. s'il y en a quelques-unes, on peut solliciter l'ambassade, on peut Mhm. solliciter tous les officiels qui se feront un plaisir de venir et d'être contents de vous avoir localement, hein. Ouais, tout à fait. Et voilà. Donc, Ben, merci Jean-Pierre. Donc, je vais peut-être passer la parole. C'est Monsieur Belhassen, on peut prendre quelques questions, quelques témoignages, des questions live. Alors, Si- messieurs, dames, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ou apporter un témoignage? Merci de lever la main si vous voulez poser une question. Pour le moment, personne n'a levé la main, donc on attend. On a eu beaucoup de questions à poser déjà sur le chat, donc euh, j'espère qu'on a répondu au plus. Enfin, je pense que j'en ai raté aucune. Si jamais c'était le cas, ils peuvent toujours nous envoyer par mail. J'essaie de regrouper les questions par thématique. Alors, nous avons une personne qui souhaite poser une question peut-être, OK. Madame Jazouli. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces explications et votre intervention, Monsieur Jean-Pierre Labrie et Monsieur Saad Hamoumi. Merci beaucoup. Je reviens à mon contact Dubaïot. La question était l'investissement au Maroc et non pas à Dubaï. Il veut Ah, construire une unité industrielle au Maroc sans souci. Bon, je l'ai tranquillisé sur ce point-là. Il veut savoir est-ce qu'il y a une expertise marocaine, c'est-à-dire une garantie d'avoir un encadrement pour son projet. Je lui ai dit que nous avons aujourd'hui des ingénieurs, nous avons des gens qui peuvent l'accompagner. Voilà, donc la question était quel type de projet sur lequel il peut s'engager dans l'agroalimentaire. Donc, il ne veut pas parler des produits de la pêche, il ne veut pas parler des produits d'agriculture, c'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il y a des Dubaïotes qui ont investi dans la région d'Azro, etc., dans les fruits rouges. Donc, il ne parle pas de ça. Il parle d'une unité industrielle, une construction d'une unité industrielle. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc peut aider, peut l'encadrer? Quelles sont les conditions? Voilà, c'était sa question et je ne savais pas quoi répondre. Madame Jazouli, je crois que ça c'était plutôt doing business au Maroc qu'aux Émirats. Et bien C'est ça. sûr, oui, moi je suis à votre disposition. On peut échanger parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas Oui, peut-être pas le bien sûr, cadre. je comprends. Euh, je, je peux tout à fait répondre à ce besoin. Il y a énormément de potentialité et d'ouverture, même pour l'industrie laitière au Maroc. Je pense que vous avez mon mail, on peut échanger et puis on pourra voir pour accompagner cet investisseur émirati avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Merci, Je vous en Monsieur prie. Hamad. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, Monsieur Belhassen, Non, pas ou encore. questions? Est-ce qu'il y D'accord. a d'autres questions? Donc, de toute façon, je rappelle, comme avait dit Jean-Pierre au début, que la présentation sera disponible, je pense, sur le site de la SMEX. Et vous avez bien sûr les contacts. Vous pouvez, s'il y a des précisions ou des projets précis, poser la question en direct à Jean-Pierre ou moi-même. On fera plaisir de vous y répondre. Je pense que
j'ai passé en revue toutes les questions. Bien. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. Donc, je tiens à remercier vivement Monsieur Jean-Pierre Labry Tout le pour plaisir. sa disponibilité, pour toute la mobilisation qu'il a donnée pour préparer ce webinaire. Je remercie également Sehmoumi pour la modération, pour son partenariat exemplaire avec nous. Et on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Et à vous le mot de la fin. Je te laisse, Timo, Jean-Pierre, si tu veux. Et je clôturerai. Ben moi, écoutez, je tiens à vous remercier déjà pour m'avoir donné la possibilité d'intervenir. Merci, Saad, bien sûr. Merci à vous, Monsieur Abdelaziz Belassam. Écoutez, ce que je vous dis, c'est prenez votre temps sur l'exportation, hein, faites attention parce qu'effectivement, vous allez rencontrer des gens et tout. Donc, essayez de bien prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous voulez proposer. L'export, ça demande quand même du temps, ça demande quand même de l'argent. Voilà, faut pas trop faire d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur nous si vous avez des besoins. On vous répondra volontiers comme on le fait là. C'est aussi du partage d'informations. Je pense que c'est notre rôle aussi d'avoir un partage, de pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça marche là-bas. Volontiers pour continuer sur un aspect de volet interculturel, pour peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce volet de négociation, comment agir en local. Et puis, ben voilà, essayez de vous déplacer assez rapidement et nous, effectivement, on peut vous aider à structurer avant votre déplacement un bon carnet d'adresses qui puisse vous permettre d'avoir des rendez-vous ciblés et puis de réussir. Et puis je partagerai avec vous ces documents sur la mission, sur les missions qu'on organise, parce qu'effectivement, il faut profiter de ces 6 mois où on va avoir les projecteurs qui vont être tournés sur Dubaï pour cette exposition universelle. Ça va vraiment être la première fois qu'on a ce genre d'événement dans la région, et puis les 50 ans de l'indépendance du pays dont je vous ai parlé aussi. Donc, après avoir eu beaucoup de problèmes, de contraintes de déplacement et tout, je pense qu'on est tous arrivés à un stade où on a envie de, de retrouver nos habitudes, de voyager, de rencontrer du monde, de partager, voilà. Et je pense qu'on sera tous contents. On dit parfois, allez vous faire voir ailleurs. Bah là, c'est un peu ça. Il faut aller se faire voir. Il ne faut pas hésiter à prendre l'avion, à aller sur place, pas avoir peur, parce que effectivement, c'est peut-être un changement pour vous, mais ça peut être que bénéfique, parce que voilà, ça peut vous permettre de, de- de diversifier votre chiffre et d'apporter des solutions, parce que voilà, moi je crois beaucoup au potentiel des entreprises marocaines qui peuvent amener beaucoup de valeur ajoutée et qui sont vraiment représentées localement. Vous avez vraiment une communauté marocaine qui est très représentée localement et qui sont un peu vos porte-drapeaux en local, hein. Des gens qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers des produits, de leur culture. Et vous en avez un paquet de gens qui sont dans le pays et qui seront contents de voir, euh, de voir des entreprises marocaines réussir. Donc moi, j'ai été très content de partager avec vous mon expertise. C'est toujours un plaisir. Et puis, bah, j'espère que la prochaine fois, on se verra peut-être aussi au Maroc, hein. Ben, Si je vous vois merci. pas à Dubaï, on peut essayer de se voir au Au Maroc. Maroc. Ouais. Puisque pour information, le Maroc, le dernier pays que j'ai fait, moi j'étais bien sûr sur Dubaï, et puis je suis allé au Maroc l'année dernière, fin février, début mars, et je suis parti 3 ou 4 jours avant que le pays ferme ses frontières, hein. Donc voilà, donc j'étais dans le pays. Donc voilà, donc c'est toujours un plaisir, et puis merci beaucoup de votre attention. Et merci beaucoup Ben, pour toutes ces questions intéressantes. merci Jean-Pierre pour ton témoignage. Tu seras toujours bienvenu au Maroc, hein? Et j'espère, j'attends de ta part le partage sur les workshops, coaching, etc., partagé Ouais, avec nos amis de la SMEX. ouais. Et de l'autre côté, bien sûr, l'invitation est lancée si jamais il y a des volontés d'organiser des missions, soit pour Dubai Expo, pour
Je pense qu'il y aura pas mal de choses, le Maroc ayant un pavillon. Nous serons à disposition de l'ASMEX et des autres organismes pour les accompagner. L'intérêt de Globalian, c'est qu'on travaille main dans la main. C'est aussi un réseau francophone. Donc, je suis à votre disposition, Jean-Pierre aussi. Et je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, pour tous tes témoignages, disons, dresser enfin, tous les aspects intéressants de l'écosystème émirati et de la région. Et je remercie aussi l'ASMEX, M. Belhassan, Ouais. Moi, le président et toute l'équipe de cette opportunité de rencontrer les membres de cette association. et je voulais juste dire un petit dernier mot. Bravo à l'organisation, bravo parce que je dis franchement, je fais quelques webinaires et tout, et vous avez vraiment un niveau avec un superbe professionnalisme. Euh, Merci. avant la présentation, pendant les différentes diffusions que vous pouvez avoir, le nombre de personnes que vous touchez et la qualité des échanges qu'on a après, parce que c'est très vivant. Et je suis vraiment Ah, agréablement surpris. Et vraiment bravo pour cette organisation. merci Jean-Pierre et je remercie tous les participants, les participantes et dans 15 jours pour le prochain Doing Business. Bonne journée. Ça Au marche, revoir. merci bien. Au revoir.